mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun, au-delà de cette vie, une égalité absolue de devenir. Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce mardi 16 juin de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de DBS Matin. Les autres l'appellent le festin intellectuel. Eh bien, nous sommes très ravis de le savoir. Mais vous qui êtes à la maison, vous qui êtes devant vos petits écrans, nous vous souhaitons d'ailleurs le même bonjour que tous ceux-là qui sont dans les quatre coins du monde. Et surtout vous dire merci parce que vous êtes de fidèles téléspectateurs. Mes deux mousquetaires sont là ce matin. Alain Diop, bonjour. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Vous avez bien dormi? Oui, bien. Il a plu dans la ville, mais j'espère qu'il ne pleut pas dans votre cœur. Non, il ne pleut pas. Il y a de l'amour dans votre cœur au moins. Il y a de l'amour, mais sauf que j'ai eu... Toi et elle, ça va? Ça va, sauf que j'ai eu un petit désagrément ce matin. Vous voyez, je ne suis pas en lunettes. Et puis, je ne vais pas vous dire, mais c'est un petit désagrément. Bon, on vous comprend parfaitement. Good morning, Mange Vernasius. Good morning, Steve. Il a un problème avec ses lunettes. Hein. Yes, actually, when you see Jackson without his second eyes, you know that he would have a bit of difficulties, reading. And good morning to our viewers at home. Et vous allez bien? Steve, yeah, I'm fine. D'accord, ravi de savoir d'ailleurs que vous allez bien. Mesdames, Messieurs, les informations traitées par nos confrères de la presse écrite, camerounaise, africaine et internationale, c'est tout de suite et maintenant la première partie en langue anglaise avec Mange Vernasius. This Tuesday, the 16th day of the month of June 2020, a review of newspaper headlines takes us to the Guardian Post newspaper that says arrested Anglophone journalist charged with terrorism. The freelance journalist Kingsley Njoka Fomunyoy is said to have been charged by the Yaoundé military court and has been transferred to the Kondengi maximum security prison. In Education on page 2, we read of how government convinced the PCC teachers to call off their strike, and the paper says there are plans for church authorities to cancel the 50% salary slash in view. The decision to call off the strike followed two meetings that had with the city mayor of Bamenda and the SDO for Mizam division with the PCC teachers. The bi-weekly The Voice newspaper on the Anglophone crisis says the UN Security Council is divided 4 against 1. Russia's vote fails and members urge further mediation to settle the conflict in Anglophone Cameroon, prescribing an independent investigation into Wazizi's death. And in their viewpoint, the paper looks at Professor Joseph Owona's 47-year crusade against Anglophone nationalism. We take Cameroon Tribune that opens with the appointment of members of the Superior Magistrate Council yesterday for a mandate of 5 years by the presidential text. On the economic impact of COVID-19, councils adapt their financing owing to the fact that some of the taxes paid to the councils have been halted as part of government's measures to cushion the impact of the pandemic. Diverse revenue sources exist which various municipalities need to maximize to continually meet the needs of the population. And on pages 18 to 19 of Cameroon Tribune, we read of that Cameroon resumes international flight as the first plane landed at the Douala International Airport yesterday, June 15, where special measures have been taken to prevent the spread of COVID-19 pandemic. Le Jour newspaper has their focus in the June parliamentary session, telling us of Eric Chinje, who proposes a modification of the constitution. Le Messager newspaper looking at the Superior Magistrate Council with the appointment of the Secretary General and members of the council yesterday by a presidential decree 3 years after the last session, ask if we are moving to the end of immobilism. We read that in today's edition of Le Messager newspaper. Mutation newspaper on diplomatic issues talks of the mystery of Guillot. On the orders of Emmanuel Macron, the French ambassador to Cameroon is gradually gaining influence with President Paul Biya to the point of acting as his communicator, or better still, an inspirator for his actions. Read pages 8
to 9 of Mutation newspaper for details. L'Economie newspaper tells us of a loan agreement that was signed between the World Bank and the government of Cameroon last June 12th in Yaoundé to facilitate access to electricity in rural areas. The paper tells us that the project, as we read on page 2, concerns 6 regions for a duration of 5 years. We begin with news out of Cameroon from South Africa with the Sowetan Life newspaper that says a 27-year-old man on his way to work with colleagues was struck by a wing of an aircraft as it landed on Monday in Graskop, Mpumalanga. The man was struck moment after warning others to move away from the runway as the light aircraft approached. The man died later. In Zimbabwe, the Herald newspaper says a unique multi-faith prayer service at State House was center of the National Day of Prayer yesterday with the full spectrum of Christian groups, Catholics, Orthodox, Protestant, Evangelical and the indigenous, plus representatives of the Islamic, Jewish and Hindu faiths converging to seek healing for the COVID-19 pandemic. The day was called by President Mnangagwa for Zimbabweans to commit themselves to repentance and deliverance. In Rwanda, the New Times newspaper talking about business in that country says Rwanda recently submitted its new national climate plan to the United Nations Framework Convention on Climate Change. This is part of plans to create essential tools to implement the Paris Agreement to cope with climate change. And the paper says the financial resources for its implementation will come from government budget, Rwandan communities, the private sector, non-governmental organizations, and others. Over in Kenya, the Daily Nation newspaper says, following the endless onslaught from his own party and political friends, Deputy President Williams Ruto could be considering an exit from the party he founded. In what they term a deliberate effort to frustrate Deputy President Ruto's 2022 march to State House, his allies say they have no option but to consider an exit strategy. We end in next door Nigeria with the Vanguard newspaper that says a coalition of 9 Arewa youth groups yesterday gave the federal government 14 days ultimatum to address the security problems in the north or face mass action. And the paper says this came on a day the indigenous people of Katsina State asked the government to declare a state of emergency in that state to stave off frequent killings of innocent people by bandits. Steve, these are some of the information that we could have from Cameroon and some African countries. De très belles informations d'ailleurs, hein, mais le voyage s'est arrêté forcément, il faut le dire, hein, sur le continent africain. Il n'est pas allé hors des frontières africaines, on comprend parfaitement. D'ailleurs, il y a de belles lunes d'ailleurs au Cameroun avec The Guardian Post qui nous parle d'ailleurs des journalistes anglophones arrêtés, surtout hein, pour terrorisme. Là encore condamnés également. On verra ça tout à l'heure en vous posant justement la question, vous qui avez lu ce journal ce matin. Allons-y tout de suite et maintenant avec la langue française, avec Alain Diok. Ouvrons par le quotidien Cameroun Tribune qui s'intéresse justement au Conseil supérieur de la magistrature et ses nouveaux membres. Les titulaires, les suppléants et le secrétaire de cette instance ont donc été nommés hier pour un mandat de 5 ans par les textes du président de la République. Dans ce Conseil supérieur de la magistrature, le quotidien Info Matin y voit les magistrats véreux dans le viseur. Pour le journal, l'équipe a été donc remaniée hier par le chef de l'État. Une session cruciale annoncée avec au menu des sanctions disciplinaires contre les ripoux. Toujours pour ce Conseil supérieur de la magistrature, le quotidien Le Messager s'interroge si l'on va vers la fin de l'immobilisme. 3 ans après la tenue de la dernière session, le président de la République a signé hier 2 décrets nommant justement le secrétaire général et les membres de cette auguste institution. Dans le cadre de la diplomatie, le quotidien Mutation présente le mystère Guilou. Selon le journal, sous les ordres d'Emmanuel Macron, l'ambassadeur de France gagne en influence auprès du chef de l'État au point de passer pour un communicant, mieux pour l'inspirateur de ses actions. Dans le quotidien Le Jour, Éric Tindjé propose une modification de la Constitution à lire dans les colonnes
Du même journal, les réactions de Nietzsche et de Manjo concernant justement la mort de Ouazizi. Le quotidien de l'économie évoque ce matin l'accès à l'électricité et la Banque mondiale qui comble le déficit en zone rurale. En tout cas, un accord de crédit a été signé donc entre l'institution financière et le Cameroun le 12 juin 2020 du côté de Yaoundé. Le projet concerne justement 6 régions pour une durée globale de 5 ans. Tout de suite, direction Gabon avec le journal L'Union qui indique une fusillade qui fait 2 morts à Oyem. En tout cas, c'est la stupeur et même l'effroi à Oyem où une intervention de la police hier matin au quartier Angone a dégénéré en drame. Un forcené menaçant sa compagne à l'aide d'un fusil de chasse a tiré en direction des policiers, blessant mortellement l'un d'eux, le sous-brigadier Cédric Koumenian, en service à l'antenne provinciale de la police judiciaire avant d'être abattu à son tour par un tir de riposte. Au Congo, les dépêches de Brazzaville nous renseignent que les tenanciers de kiosques mobile monnaie sont mécontents de la baisse des commissions. En effet, revue à la baisse donc des pourcentages de transfert mobile money par la société de téléphonie mobile suscite donc des grincements de dents de la part des tenanciers des kiosques qui menacent donc de cesser la collaboration avec l'opérateur concerné. À Air de Congo, le courrier de Kinshasa nous apprend que les 60 ans de l'indépendance seront célébrés dans la méditation. C'est en tout cas ce qui ressort de la 35e réunion du Conseil des ministres le 12 juin dernier, présidé en mode télétravail par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, explicitant le sens de cette mesure étroitement liée aux circonstances particulières qu'impose la Covid-19. Direction la France avec le journal Le Monde qui parlait justement du président Macron qui demande de travailler et de produire davantage. Emmanuel Macron a annoncé dimanche 14 juin donc une accélération des mesures de déconfinement et défendu la gestion de la crise par l'exécutif. Tous les collèges, écoles et crèches rouvriront le 22 juin prochain. Industrie, la France face au défi des relocalisations, titre le journal Le Figaro, en parlant justement du président Macron qui souhaite bâtir un nouveau modèle économique qui favorise une réindustrialisation du pays, une promesse difficile à mettre en œuvre dans la réalité, nous dit le journal. Le journal catholique La Croix fait plutôt une enquête sur la pénurie et se demande pourquoi la France a-t-elle manqué de masques. C'est l'une des questions sur lesquelles va se pencher la commission d'enquête parlementaire qui s'ouvre donc ce jour du côté de Paris. Terminons par le quotidien sportif. L'équipe qui présente les directeurs sportifs de Paris Saint-Germain. Ici, c'est Léo. Selon le journal, en officialisant ce week-end les départs de Thiago Silva et Edison Cavani, Leonardo, le directeur sportif parisien, a affiché une nouvelle fois des prises de décision tranchées sur l'avenir du club. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. Vous me voyez sourire un peu parce que je me pose bien la question de savoir pourquoi est-ce que le quotidien catholique s'interroge sur le fait pourquoi est-ce que la France a manqué de masques. Et moi j'ai besoin de savoir est-ce qu'il y a une tige de cotonnier du côté de Paris. Non, voilà. Ça, on ne sait pas. Comment ça, on ne sait pas? Oui, mais c'est justement un comédien congolais qui disait que nous on a le caoutchouc, mais on n'a pas les pneus, donc il peut venir ici prendre justement les veillards pour. Non, mais c'est quand même bizarre. C'est une grande interrogation. Une grande interrogation que le journal catholique La Croix. Nous avons la matière et nous n'arrivons pas à produire. Ouais. C'est ça le grand problème. Le problème maintenant, c'est qu'il n'y a même pas le coton, mais ils veulent quand même qu'il y ait des masques. Ils veulent produire les masques. La même chose, c'est même du côté de la Chine. Sur le continent, bon, disons même au Cameroun précisément, on a le coton, mais on n'arrive même pas à produire les masques. En Chine, on n'a pas de champ de VA là-bas, mais on produit quand même des masques. La question de savoir où est-ce que vient le caoutchouc. Hein. Absolument, c'est là la grande interrogation. Alain Jog, justement, revenons à ce qui est, faut le dire, important pour nous. Je commence déjà par prendre la grande une du quotidien gabonais, l'Union, qui est un quotidien gouvernemental, et qui nous fait savoir qu'il y a une fusillade qui a fait 2 morts. Et là, c'est toujours un problème d'une femme et d'un homme. C'est chaque jour comme ça. Vous savez que le problème de Comté Fleurette, là, ça commence justement à aller plus loin.
moins, parce que, vous savez, l'être humain est constitué... Vous êtes d'accord avec Guilou Garou qui dit que l'amour est violent, c'est quand même très oui, violent. Parfois, ça peut être violent quand on n'arrive pas à contenir ses désirs, quand on n'arrive pas à contenir un certain nombre de choses. Vous savez que parfois, ça déborde. Oui. Et quand ça déborde, ça devient beaucoup plus très compliqué. Et quand ça déborde, on prend un fusil? Non, je ne veux pas dire on prend... C'est pour ça que je dis... C'est le cas. Oui, c'est le cas. Mais personne ne sait jamais ce qu'il peut faire. Ça dépend de l'état d'esprit qui vous habite à l'instant. C'est pour ça que je dis, il faut avoir la capacité de contenir parfois sa colère et tout ce que... Ce qui arrive aujourd'hui, c'est justement des histoires qu'on a vécues. Partout ailleurs, dans mon village, on a eu ce genre d'histoire où un monsieur a décapité sa femme, justement. Parce qu'elle l'a trompé. Oui, et devant la population. C'est-à-dire que les gens sont venus lui dire, monsieur, arrêtez ça. Il dit, ok, comme vous êtes venu, donc maintenant, il faut que je commence le travail. Donc, c'est à peu près ce qui s'est passé hier du côté du Gabon. C'est-à-dire que la police est déjà là. C'est-à-dire quand la police arrive en intervention. Et ça, il faut qu'on explique ça aux populations. Parce qu'on a aujourd'hui, que ce soit ici, au Cameroun, que ce soit au Gabon, on a le sentiment que les gens ont le sentiment que la police n'est pas là pour eux. Par contre, la police est là pour les populations. Ça veut dire que quand il y a un cas de détresse, la police est là pour intervenir. Oui, et calmer justement la situation. Voient la police, ils savent que là maintenant, ils sont face à un adversaire. C'est très compliqué. Il faut qu'on essaye de dire aux gens que vraiment la police est là pour encadrer les populations. Quel que soit ce qu'on... Même s'il y a souvent des menaces. Mais ça, c'est pour calmer d'abord les ardeurs. Ensuite, on va revenir à des meilleurs traitements. Mais c'est pas que la police... Le problème, c'est qu'un menaçant justement sa compagne et il a tiré. Et puis deux personnes sont tombées. Un brigadier, et puis je crois que c'est à leur tour, puisque là, en ce moment, on ne peut pas tirer quand même votre confrère, étant sur le terrain et vous tombez simplement de nu. Il faut réagir. On a tiré sur lui, il est tombé. Bon, messieurs, il y a également le problème avec les tenancières, il faut le dire, des kiosques de téléphonie, mécontents de la baisse des commissions. Ça, c'est une information qui vient de la dépêche de Brazzaville, des dépêches de Brazzaville. Et bien sûr, c'est justement à Brazzaville. Oui, absolument. Et vous savez que c'est dans ces pays-là que moi je vois des rues comme ça, les gens essayent de se révolter un peu. C'est toujours une compagnie de téléphonie mobile, qui vient de l'autre côté. Que je ne voudrais pas citer ici. Voilà. La couleur jaune. Vous ne pouvez pas dire orange? Non. Ah, ok, d'accord, jaune, d'accord. Et puis, ces tenanciers sont donc en train de menacer de cesser la collaboration entre eux et cette compagnie de téléphonie mobile, parce qu'ils voient leurs indemnités. Parce que, voyez-vous, vraiment, par exemple... Quand il y a une baisse de commission de 5 francs, il faut quand même voir. Par rappel, vous avez 5 francs, c'est pas... Si j'essaye de prendre le cas du Cameroun, si vous voyez ce que quelqu'un gagne en faisant le transfert de 10 000 francs, mais c'est moins de 500 francs. C'est moins de 500 francs. C'est incroyable. Tout en espérant que vous allez avoir d'ailleurs un transfert de 10 000 francs à terme. Alors qu'eux, ils amassent des fortunes, des milliards de francs CFA. Ceux qui travaillent même, ils n'ont pas assez de commission. C'est incroyable. Ça, je ne comprends pas. Et je ne sais pas, en ce moment, je ne sais pas comment l'État travaille en collaboration avec ces multinationales. C'est la grande question. C'est la grande interrogation. On ne sait pas comment est-ce que les gens peuvent... Il y a également une autre entreprise au Cameroun de téléphonie mobile. Non, pas de téléphonie mobile. Mais il parie sur le foot. Mais c'est très compliqué là-bas. On vous dit que si quelque chose, ça dit, vous faites l'accident, la machine tombe, vous allez payer, même si vous êtes à l'hôpital là. Non seulement on ne paye pas vos frais d'hôpital, d'hospitalisation, mais en réalité, vous allez payer, dès que vous rétablissez, vous allez payer la machine. Et à combien? À 75 000 francs CFA. Vous perdez la carte. La machine est plus importante que la personne qui travaille. Vous perdez la carte qu'on introduit, c'est 75 000 francs CFA. Et tout ça à la barbe des pouvoirs publics. On ne peut pas... Une entreprise ne peut pas venir imposer une loi dans un pays. C'est incroyable. C'est-à-dire, vous faites par exemple, un ticket, ça ne sort pas. Mais monsieur, là-bas, c'est déjà enregistré. Alors que vous n'avez pas d'appel le ticket ici, au préalable. Là-bas, déjà, ça a mentionné. Et vous devez payer. Tout ça sur le dos de ceux qui travaillent cet argent. C'est très compliqué. Moi, je ne comprends pas. Et tout ça, c'est su et c'est connu
par tout le monde, que ce soit les pouvoirs publics. On ne peut pas laisser ça passer de cette façon. Donc je crois qu'il faut que ceux qui sont là, les multinationales qui pensent qu'ils viennent souvent aider nos populations, en réalité ils viennent s'engraisser sur le dos de nos populations, mais il faut quand même un petit apport, c'est-à-dire que aider ces populations aussi à grandir, pourquoi pas, à se développer, en augmentant un peu les commissions. Ça ne coûte rien. Si par exemple on fait le transfert de 10 000 francs, faire des commissions même quelqu'un me disait d'ailleurs la dernière fois que quand on parle quand même du transfert d'argent ou alors du transfert de crédit, ce n'est qu'un chiffre. Oui, mais c'est juste l'air qu'on vend. Ah oui, mais absolument. Puisqu'on n'a jamais vu ça. Steve, when I was listening to what Jackson was saying about the population, being angry that they are not having the commission, for money, for transaction of money, that it has been reduced. And I was asking, in Cameroon, you cannot hear nobody talks in Cameroon. Touch the price of beer in Cameroon, you will see people going out on the street. Oui, mais ça c'est le bière aussi. Yes, for us it's beer. And that's why when you touch the price of beer, à chaque fois que le kilogramme de riz grimpe, personne ne dit rien. Quand le sac de riz grimpe, personne ne dit jamais rien. Le sucre et tout ce qui va avec. Mais dès lors qu'on dit que la bière a grimpé, tout le monde est en colère. Yes, you get Cameroonians, grumbling. À un moment donné, on se pose bien des questions, on va voir si on est vraiment Camerounais. Yes, while others are talking about the revenue coming in from these multinational companies. In Cameroon, it is a free lunch that it goes as if nothing is happening. So they see it happening. He even talk of up to 500 francs. You transfer 10,000 francs, you are not even sure of 200 francs. 200 francs, you are not even sure to have it. But then, when you look at what the company is gaining, what the company is taking out. C'est des milliards, très cher ami. C'est des milliards. So when you look at it, you can be angry. Revenons avec justement The Guardian Post qui lui parle également de cet anglophone, le journaliste anglophone en tout cas, chargé, il faut le dire par exemple, il faut le dire de terrorisme. On va pas se cacher. Ces derniers temps-ci, on en voit quand même. It was last week, 2 weeks ago, we were talking about this Anglophone journalist, Njoka Kingsley Fomonye, who was missing. He was arrested here in Douala, and close to 3 weeks, nobody knew his whereabouts. Then with pressure from the Nelson Mandela non-governmental organization, they had to discover that he was in the military keeping in Yaoundé. And the Guardian Post tells us that he has been charged with terrorism and other related offenses. And when he was arrested some 3 weeks ago, 3 laptops were taken from his house and a smartphone. They were taken from his house by security officers. And, they have been studying it. That's why they came out with the conclusion that he is related with this terrorist act and other related offenses. And the paper tells us that he has been transferred to Kondengui maximum prison. But the worry, Steve, I have here is, if we follow the constitution in Cameroon, the military tribunal in Yaoundé is not competent to charge him. Is not competent to keep him, because there is a military tribunal in every region in Cameroon. There is a military tribunal in Douala. The military tribunal in Douala was supposed to charge him, and then he arrested and kept in Douala. Oui. There are prisons in Douala. I don't see why they should transfer him to Kondengui. It's making as if Kondengui, as if the Kondengui maximum prison, one, it is overcrowded, and then every crime Yaoundé, it makes it. There is this duty. You have a right to, even every other person who is presumed, you have a right to some basic needs. When the family is in Douala and he's kept in Yaoundé, who takes care of his immediate basic needs? Là, c'est vraiment compliqué, en tout cas pour la famille qui va devoir visiter d'ailleurs ce journaliste-là du côté de Yaoundé. Ça, il faut le préciser. Pas facile d'ailleurs pour les membres de la famille. Restons en tout cas toujours avec The Voice ce matin qui nous parle bien sûr des Nations Unies, de la sécurité des Nations Unies, qui parle bien sûr, qui sont divisés. Ça, il faut le dire par... Yes, the Voice newspaper tells us, it's a bi-weekly. That the UN Security Council is divided 4 against 1, because the UN, they are insisting that they need further mediation to settle the conflict in the northwest and southwest region. The conflict persists, whereas in the Security Council,
one party is of the opinion that they should use force. Another 4 of the members, they are of the opinion that they need further mediation. You remember there has been this talk of the Swiss mediation. Switzerland has opted to mediate between the government of Cameroon and the separatist fighters so that they should come to a compromise in solving the crisis. But the worry here is, in as much as this international organization, they are talking about ways to handle the crisis is deteriorating in the field. People are dying practically on a daily basis, and we are talking of mediation. Last year or 2 years ago, we have something major national dialogue. Ben vous savez que chaque fois que les Nations Unies sont arrivées dans un pays, ce n'est pas pour apporter la paix, vous le savez. And that is why this week, et c'est justement pourquoi il y a justement une division entre la Russie et les autres partis. This week there are images circulating on the social media of UN agents in the northwest moving around to find out facts. For how long are we finding out facts of which we know the problem, Steve? Facts, what are the facts we are looking for? Parfois, il faut le dire, parfois, les Nations Unies ont souvent besoin que ça soit le pays. Actually, I don't think they are out there to solve the problem, but to on n'a pas fuel the besoin que crisis. c'est pas les Nations Unies et surtout le Conseil des Nations Unies pour la sécurité qui viennent trouver la solution au Cameroun, alors que les Camerounais peuvent justement trouver cette bonne solution. En tout cas, pour le quotidien de Voice, ce matin, on parle bien sûr de volte-face. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin pour cette revue de presse. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et on espère en tout cas vous retrouver demain pour une nouvelle édition, en espérant que vendredi, lui, va aller à son village et dire, oula, Djakiri. À Djakiri, voilà, il aime bien dire ça, à Djakiri. C'est là, à Djakiri. Ce week-end. Mes invités sont là ce matin. Déjà, André Clissel Fanga, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Jocelyn Langos, merci de m'avoir invité. Bonjour aux autres panélistes qui vont partager le plateau avec nous ce matin. Et bonjour spécialement à tous les téléspectateurs de DBS Télévision qui nous écoutent ce matin. Docteur Bénécris, bonjour et bienvenue à vous également. Bonjour Steve Ngoss, bonjour à tous les téléspectateurs de DBS Matin, bonjour à mes copanélistes et surtout bonjour à la vaillante équipe technique qui abat un grand travail, il faut le reconnaître, afin que le peuple camerounais et ceux qui nous suivent à travers le monde soient édifiés. Et justement, Albert Anatola ici, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, je salue particulièrement tous ces téléspectateurs qui ont dormi dans l'obscurité comme moi cette nuit, du fait, je crois, des stages, je ne sais pas de quoi il s'agissait, en tout cas j'ai dormi dans l'obscurité. Bon, je les salue, tout cela, je salue leur courage. C'est pas, n'est-ce pas, une surprise. La surprise serait qu'on ait les lingeries électriques en permanence, surtout en qualité. Mon coup de gueule ce matin, évidemment, je voudrais suggérer au gouvernement d'engager une réforme du code du travail camerounais parce qu'il est capitaliste, il ne veut pas du tout un caractère social. C'est le temps qu'il donne un peu trop de pouvoir, n'est-ce pas, au patronat et non à la force de production que l'employeur. L'employeur autant pour moi. Et il est quand même aberrant de constater que de plus en plus nous assistons à des licenciements abusifs, fantaisistes, quelquefois dont le motif repose sur les ressorts extra-professionnels. Et je voudrais indiquer aux employeurs, et surtout aux employés, que quel que soit le motif de votre licenciement, l'employeur est tenu de vous délivrer un certificat de travail. Ce n'est pas un service qui vous rend, c'est un droit. Malheureusement, très souvent, il y en a qui pensent que c'est un service, il faut aller faire les samalins pour qu'on vous délivre un certificat de travail. Non, quel que soit le motif, l'employeur doit vous délivrer un certificat de travail. Je dis bien, ce n'est pas un service qui vous rend, c'est un droit. Il est quand même aussi aberrant de constater que, comme l'a fait un soi-disant, je veux dire pas soi-disant, du moins un ancien de l'ENAM qui a été parachuté comme DG de Camerco, qui a licencié des délégués du personnel sans préavis de licenciement, sans leur délivrer des certificats de travail et sans se référer à n'est-ce pas, à l'inspection du travail. Alors, c'est ça le Cameroun. C'est ça aussi le Cameroun. Et parfois, on a l'impression qu'on protège plus les employeurs que les employés. Messieurs, mesdames, vous l'avez bien compris, voici le débat. Qui nous intéresse ce matin, c'est la Côte d'Ivoire que cache justement l'attaque de Kafolo, frontière justement avec le pays d'Alassane Dramane Ouattara. Quelques heures après l'attaque meurtrière qui a visé jeudi matin un camp militaire à Kafolo au nord-est de la Côte d'Ivoire, faisant une dizaine de morts parmi les forces ivoiriennes. Il faut préciser par ailleurs que l'attaque meurtrière qui a visé jeudi matin un camp militaire avait
pour but et surtout pour cible, avait ciblé un poste militaire de Gabéa. Gabéa, près de la frontière du Mali, selon les alertes diffusées sur les réseaux sociaux et reprises d'ailleurs par les médias, il faut le dire, nationaux du côté de la Côte d'Ivoire. Les individus armés non identifiés ont ouvert le feu jeudi soir sur les forces de défense et de sécurité stationnant au poste avancé de Gabéa, département de Kagnasso, ont rapporté d'ailleurs des témoins oculaires aux autorités ivoiriennes. Un bilan provisoire fait état de 2 militaires blessés selon les mêmes sources. L'armée ivoirienne n'avait pas encore fait de déclaration au sujet de cette autre attaque et aucune partie ne l'a, il faut le dire, revendiquée jusque-là. Une dizaine de militaires ont été tués et 6 autres blessés dans cette attaque terroriste qui a visé tôt dans la matinée de jeudi le poste mix armée-gendarmerie de Kafolo, localité frontalière avec le Burkina Faso dans le nord-est du pays, ont annoncé plus tard les autorités ivoiriennes. Ces attaques seraient une riposte à l'opération conjointe menée en mai dernier par les armées burkinabées et ivoiriennes contre les terroristes dans ce secteur, estiment d'ailleurs certains observateurs. Cette opération conjointe a permis de neutraliser 8 présumés terroristes et d'arrêter 38 suspects. Ces attaques sont les premières enregistrées, il faut le dire, sur le sol ivoirien depuis l'attentat de Grand Bassam en 2016 qui avait ciblé des terrasses d'hôtels de la station balnéaire et qui avait fait, il faut le préciser, 19 morts. L'attaque s'est produite dans la même zone que l'opération anti-djihadiste menée conjointement par les armées ivoiriennes et burkinabées. En mai, cette opération avait conduit à la mort de 8 djihadistes présumés, l'arrestation de 38 suspects et la destruction d'une base selon l'armée ivoirienne. Je vais me tourner vers André Christelle Fanga. On le sait pertinemment que le Burkina Faso est englué dans ce qu'on appelle le G5 Sahel, où il y a pas mal de terroristes, mais on ne savait pas que les terroristes pouvaient arriver jusqu'à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Ben, ce qu'il faut dire premièrement, c'est que le contrat que M. Blaise Compaoré avec les djihadistes et les terroristes est en train de tirer vers sa fin. Pourquoi? Parce que vous avez constaté que le Burkina Faso est devenu un terroir où le terrorisme a pris de l'ampleur, ce qui n'était pas auparavant à la gouvernance de M. Blaise Compaoré. Donc vous comprenez qu'il y avait une négociation et c'est la même négociation que le président Alassane Dramane Ouattara est allé faire avec Blaise Compaoré pour négocier avec certains groupes rebelles qui sévissent dans cette zone-là. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, la plupart des contrats sont arrivés à leur terme et maintenant, il faut renouveler ces contrats et pour renouveler les contrats, il faut de l'argent. Donc, à première vue, je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. Maintenant, deuxième chose, il y a aussi la diversion. La diversion, pourquoi? Vous savez qu'Ahmed Bakayoko est accusé de trafic de drogue. Et M. Ahmed Bakayoko est ministre d'État, ministre de la Défense. Donc, ça il est également vice-premier ministre, il ne faut pas également, il est actuellement ministre par intérim. Premier ministre par intérim, justement. Aussi, il faut trouver toujours des moyens. Je crois que c'est la même chose qui s'est passée en France avec quand les gilets jaunes étaient vraiment au niveau de avait rempli les rues, rempli les rues et tout. On a pendant des semaines et des semaines encore. On a dû trouver un flying flyers, comme j'aime souvent le dire. Exactement. Donc c'est la même chose qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à mon sens, parce que quand vous regardez cette attaque, vous allez retrouver que les différents djihadistes n'ont pas été touchés, ils sont repartis sains et saufs, mais c'est l'armée qui a essuyé beaucoup plus de pertes. Alors, comment cette armée qui est aux avant-gardes, c'est-à-dire à son poste, un poste frontière, un poste base militaire, et vous êtes attaqué par surprise, ça veut dire premièrement que le renseignement n'a pas fonctionné, deuxièmement que l'armée était distraite ou bien les soldats qui étaient au front étaient distraits. Ça veut dire qu'en réalité c'était bien organisé et bien préparé. Il n'y a que les services centraux qui peuvent dire la vérité dans ce sens-là, parce que au fur et à mesure parce que les djihadistes ont fui, ils ont laissé quelques armes au sol. Et quand on retrouve les mêmes armes, les armes utilisées par les terroristes sont les mêmes armes qu'utilisées par la garde présidentielle ivoirienne. Ça, c'est la question. Allez fouiller, allez enquêter. Non, on est au courant, justement. Donc, vous comprenez qu'en réalité, on est dans une logique de vouloir diriger les Ivoiriens ailleurs ou bien la communication ailleurs, pour oublier un peu les faits. Le cas de Ahmed Bakayoko. Le cas Ahmed Bakayoko, le cas où monsieur Alassane Dramane Ouattara veut un 3e mandat à la présidence ivoirienne. Donc, vous comprenez que tout est mis en jeu
pour qu'on puisse distraire le peuple pour se concentrer sur autre chose que la vérité qui est en train de se passer même en Côte d'Ivoire. Je vais me tourner vers Dr Béni Christ. Justement, cette zone, il faut le dire, de la Côte d'Ivoire avec la frontière avec le Burkina Faso, c'est deux pays frères d'ailleurs. Hein. La majorité des Burkinabés se retrouvent justement en Côte d'Ivoire. Ils sont d'ailleurs très nombreux. À une époque, on appelait d'ailleurs le Burkina Faso la Haute Volta. D'ailleurs, même avec la Côte d'Ivoire, c'était la Grande Haute Volta. Mais maintenant, on ne savait pas que les terroristes pouvaient entrer justement en Côte d'Ivoire. Oui, mais il faut d'abord remonter à la source. Déjà, nous présentons nos condoléances à toutes les familles, n'est-ce pas, éprouvées par ces genres d'attaques qui de plus en plus deviennent récurrentes, il faut le dire ainsi. Mais il faut remonter en 1997, en 2007, lorsqu'éclate en Côte d'Ivoire la rébellion menée par Guillaume Soro, dont le patron était Ouattara et la France d'ailleurs, parce que les forces nouvelles, les FN, qui ont été utilisées pour la plupart étaient non seulement des mercenaires, mais beaucoup plus ces troupes qui étaient rejetées par l'armée régulière, dirigée par Laurent Gbagbo, et qui se retrouvaient dans le maquis, ou alors qui se sont regroupés pour former des groupes de pression armés, bien sûr, qu'on pourrait qualifier aujourd'hui ou assimiler aux terroristes. Maintenant, quand Ouattara les intègre dans une formation globale pour faire partir Laurent Gbagbo, il y avait des accords qui ont été signés, lesquels n'ont jamais été respectés. Je me retrouvais encore en Côte d'Ivoire à ce moment, et nous avons quand même travaillé, la jeunesse panafricaine, participé à la signature de cet accord de Ouaga, qui a permis à la Côte d'Ivoire d'échapper à une hécatombe, parce que la France programmait l'hécatombe si par hasard Laurent Gbagbo refusait de partir. Donc ce sont ces groupes qui ont porté main forte à Ouattara, à faire partir Laurent Gbagbo, à s'aimer la zizanie. Les accords qui ont été signés n'ont pas été respectés. Une fois que Ouattara est arrivé au pouvoir, c'est Blaise Compaoré qui récupérait donc tous ces groupes pour les calmer, parce que c'est lui qui était le parrain des accords de Ouaga. C'est par son intérim que les deux se sont mis d'accord, sous la pression de la France, bien sûr. Donc après, les accords n'ont pas été respectés et ces groupes se sont sentis lésés. Et qu'est-ce qu'il faut? Ils ont commencé à réclamer leur dû. Vous avez constaté les premières manifestations avec la rébellion d'une partie de ces militaires qui ont accompagné Ouattara avec la désertion des qui demandait d'ailleurs pour 22 millions chaque personne et une villa. Etc. Oui. Et le comble des malheurs, c'est qu'en fait, je pourrais parler de cynisme politique de Ouattara, c'est qu'il a pu satisfaire une partie de ces gens qui revendiquaient, qui ont été impliqués dans cette mascarade des gouvernances démocratiques, mais une grande partie s'est sentie lésée. Et ils ont commencé à agiter l'armée par des revendications multiples qui n'ont jamais été satisfaites. Et donc, c'est genre de personnes qui se sont vues être molestées, parce que, souvenez-vous des différentes enquêtes qui ont été menées, malheureusement, que l'ONU est en train de continuer à étouffer, parce qu'une fois Ouattara a pris le pouvoir, il a commencé à faire la chasse aux sorciers. D'abord, c'était les partisans de Gbagbo. Après, c'était les dissidents, ceux qui l'ont accompagné au pouvoir et qui revendiquaient leurs droits. La plupart des gens... certains militaires qui étaient pro-Gbagbo, à qui il fallait mettre justement de côté immédiatement. Effectivement. Donc, une chasse aux sorciers bien organisée, bien huilée, souvent même accompagnée par les bases militaires françaises en Côte d'Ivoire, ont alimenté ces circuits de djihadistes, s'il faut l'appeler les terroristes, parce que tous ceux qui ont été, n'est-ce pas, dans les secrets du diable, qui sont retrouvés dans la nature, ont pris les armes pour retourner contre Gbagbo. Ils sont allés à Ouaga pour demander à Blaise Compaoré, n'est-ce pas, l'accompagnement contre Ouattara. Contre Ouattara, fallait donc poursuivre les enquêtes. Mais une fois que M. Compaoré est évincé du pouvoir, chassé par la population, il se retrouve en Côte d'Ivoire. Il semble-t-il qu'il n'a plus eu les manœuvres pour pouvoir, n'est-ce pas, satisfaire à tout un chacun. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la recrudescence de ces groupes djihadistes, on les qualifie à tort, ce que j'appelle la malinformation. On les qualifie à tort de terroristes et de djihadistes. Ce sont des gens qu'eux-mêmes ont recrutés, qu'ils ont, n'est-ce pas, armés. Tout à l'heure disait qu'on a retrouvé
dans l'armement utilisé par ces gens, le même type d'armes utilisées par la présidence, par la garde républicaine. Donc cela veut dire que c'est des gens qui sont entretenus au plus haut sommet et qui se sont retrouvés à la nature parce que leurs besoins n'ont pas été satisfaits. Les accords n'ont pas été respectés. C'est ce qui met en mal tout la région de l'Afrique de l'Ouest, notamment les pays frontaliers entre le Burkina Faso, le Ghana aussi, parce qu'il y a une partie du Ghana qui a aussi été touchée par les phénomènes, notamment à la frontière de la Côte d'Ivoire, à Noé. Les djihadistes, les mêmes groupes de gens ont commencé les exactions à la frontière. Oui. Et il y a aussi une partie du Mali, le Niger, etc. Mais paradoxalement, c'est la même zone la plus militarisée actuellement en Afrique. Vous avez une base militaire américaine avec un outil militaire de haut point qui a la capacité de contrôler toute l'Afrique. Avec les drones et tout. Une infrastructure à ne pas s'en douter. Ça veut dire qu'il contrôle les mouvements de tous les bandes armées qui pullulent dans la zone. Mais malheureusement, on n'arrive pas à mettre la main sur ces gens parce que simplement, il y a d'autres revendications qui ne sont pas d'ordre économique. Ceux-là, c'est des revendications d'ordre politico, n'est-ce pas, stratégique. Au-delà de ça, il y a les bases militaires françaises. Récemment, hier ou avant-hier, il y a aussi plus de 40 militaires maliens qui ont succombé à ces mêmes attaques incontrôlées. Que font donc les grands contingents de l'ONU, l'armée française, les militaires détachés de la banque, de l'armée américaine? Et il faut le savoir en même temps, pour chuter là-dessus, que la plupart des armées utilisées en détachement dans les zones extérieures, dans les zones en conflit, ne sont pas des éléments de l'armée régulière. Ce sont des sociétés militaires privées, qu'on appelle les SMP. Ce sont les sociétés militaires privées qui travaillent. Et ces militaires, les sociétés militaires privées, quand ils sont détachés, pour la plupart des temps, utilisent les éléments locaux, parce qu'ils ne sont pas comptabilisés par l'armée régulière. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre la perte de ces éléments sur les comptes de l'armée régulière. Et ces armées... Il va falloir justement leur donner un nom, donc djihadistes, terroristes... Justement pour tromper l'opinion, pour dire que notre pays est attaqué, mais en réalité, ceux qui tentent d'apporter des solutions sont les créateurs de ces problèmes parce que simplement, ils ont utilisé l'outil de la terreur pour terroriser les populations, pour assouvir leurs intérêts politico-économiques qui seraient de renverser des régimes légaux, des régimes nationalistes qui étaient là pour servir le peuple, dont le régime de Gbagbo par exemple, le régime du colonel Muammar Kadhafi et les autres. Donc c'est un phénomène qu'il faut dénoncer, il faut arrêter d'imbéciliser les Africains. Il faut dire aux hommes politiques que ce que vous avez alimenté, comme on dit un boomerang, quand ça revient contre vous, il faut avoir l'amabilité de dire voici les éléments que nous avons entretenus, que nous n'avons pas respectés, dont les accords n'ont pas été respectés, qui reviennent pour mettre à mal nos structures. Il est temps de les mettre en place et de résoudre leurs problèmes. Albert Anatola, ici on est quand même un peu surpris quand on regarde la zone de l'Afrique de l'Ouest, la zone de l'Afrique centrale également. Il y a des bases militaires, il faut le dire occidentales, dans tous les coins et les recoins de l'Afrique. Mais lorsqu'il y a terrorisme ou alors des attaques terroristes, on ne voit pas justement ces bases, alors ces militaires, agir. La réponse se trouve dans votre question, Steve Joselangos. À titre de rappel, pour revenir à la thématique du jour, il y a quelques mois, le gouvernement ivoirien a acquis un armement lourd. Oui. Ça, tout le monde le sait. Il y a également quelques mois, le président Alassane Dramane Ouattara a engagé ce qu'ils ont appelé, c'était un nombre de réformes. À mon sens, c'était tout sauf de réformes, c'était un nombre d'actes politiques visant non seulement à fait sauter le verrou de la limitation des mandats présidentiels, notamment la révision constitutionnelle par ordonnance. Il a également engagé le peuple ivoirien à comprendre que désormais, pour être candidat à l'élection présidentielle, il y aura n'est-ce pas, le paradigme de parrainage. Il faudra désormais, c'est la commission électorale indépendante, ce sont les procès-verbaux de la commission électorale indépendante qui feront foi. Il y a et puis, notamment pour ce qui concerne particulièrement, n'est-ce pas, la continuité, n'est-ce pas, du pouvoir. Oui. À travers, il y a un certain nombre d'actes politiques qu'il a posés, ce qui n'est pas anodin. Et sur un plateau autre que le vôtre, j'ai eu à indiquer que l'élection présidentielle qui est annoncée en octobre
il risque d'être reporté. Ça risque d'être reporté parce que... Je pense que les autorités ivoiriennes avaient déjà tout prévu, hein. La continuité de l'Assemblée nationale, du Sénat, et sans oublier bien sûr la continuité du mandat du président de la République. Absolument. Donc ça c'est prévu justement parce que le scénario de ces attaques sur le sol ivoirien participe de ce que j'ai eu à dire dans le cadre de ce plateau. C'est ce plateau-là à savoir que l'élection présidentielle de 2020 risque d'être reportée parce que M. Ouattara n'aura pas envie de partir. Il va créer des conditions telles que l'élection sera reportée. Pour qu'il continue justement de légitimer son pouvoir. Et dans ce contexte, il ne serait pas exclu qu'on ait des coups d'État bidons, c'est-à-dire ce que vous appelez souvent la théorie du complot. Il n'est pas exclu qu'on ait affaire à ce genre de scénario. Il n'est pas exclu qu'on ait affaire justement à ces attaques, c'est-à-dire que pour des raisons de sécurité nationale, qu'on repose l'élection, et nous en sommes là. Donc je pense que ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire doit beaucoup plus être vu sur ce prisme-là, c'est-à-dire la manipulation de l'opinion. Il est tout à fait incompréhensible que du côté de la Côte d'Ivoire, vous avez une base française. Base militaire, précision faite. Hein. Quand on dit base, ça veut dire, quand on dit base, je ne dis pas de base militaire. Oui. Et vous savez que l'armée ivoirienne, dans sa majorité, est contrôlée par l'armée française. Oui. Ils utilisent la logistique de l'armée française. Ils utilisent la logistique de l'armée américaine. Donc, allez donc comprendre comment est-ce que une armée, un pays qui vient de se doter de nouveaux équipements militaires, fait l'objet d'une attaque terroriste. C'est tout sauf terroriste. Équipements militaires qui se retrouvent entre les mains des terroristes. Il faut bien préciser également. Donc, ça c'est de deux. Maintenant, pour revenir à votre question, la plupart de ces bases militaires ne sont pas là pour assurer la sécurité des États où elles sont installées. Non, elles sont là pour contrôler les intérêts de leurs États. Elles sont là pour assurer la sécurité des ressources de leurs États. Elles sont là pour nous contrôler parce qu'ils ont également un rôle une mission d'espionnage. Ces bases militaires exercent des activités clandestines, ça on ne le dit pas. La plupart de ces bases exercent des activités clandestines, soit pour contrôler notre jeu, c'est-à-dire notre politique, notre système de sécurité. La preuve, c'est que même dans le contexte camerounais, malheureusement, notre sécurité est entre les mains de notre État. C'est ça, c'est lapidaire, le dit, mais c'est la vérité. Donc, je pense que, de ce point de vue, ces bases militaires, justement, ce sont les yeux et les oreilles de leurs dirigeants, des gens de leur pays. Donc, c'est pas là. Vous avez tout à l'heure évoqué cette GCG5 Sahel qui devrait être un peu plus maîtrisée depuis belle lurette d'ailleurs. Qui devrait maîtriser justement ces attaques, du moins les auteurs ou les initiateurs, les commanditaires. Malheureusement, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que vous avez oublié qu'il y a également un contingent de l'ONU qui se trouve dans cette zone. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait, cette contingent de l'ONU? Rien du tout. Nous en avons connu comme ça, surtout, vous avez indiqué tantôt, c'est-à-dire que chaque fois que ces gens sont sur notre continent, ils sont là, vrai, mais ils ne sont pas là pour nos intérêts. Ils sont là pour les intérêts de leur pays. Nous avons connu le scandale de la RDC, où vous voyez carrément des soldats de l'ONU en train de mettre dans les temps les lingots d'or, ce que vous voulez. On a eu le cas également en Centrafrique. Vous avez vu, quelquefois, ils utilisent quelquefois le matériel roulant des organisations humanitaires, entre guillemets, pour voler, n'est-ce pas, des ressources rares. Donc moi, je pense que, c'est une aberration en tout cas, que plus de 60 ans après les indépendances, entre guillemets, nous ne contrôlons pas notre propre sécurité, nous n'assurons pas notre propre sécurité, nous n'avons pas des armées véritablement, peut-être, l'Afrique du Sud, le Nigeria et relativement le Cameroun se dégagent un peu de ce mauvais tourbillon, mais nous n'avons pas malheureusement des armées professionnels, j'ai dit autonomes, véritablement autonomes, qui puissent être capables d'assurer l'intégrité et surtout la sécurité territoriale de nos États. André Kisefanga, on a quand même un gros problème. Quand on parle du G5 Sahel, ça existe depuis belle lurette. On aurait pensé que le terrorisme, justement, en Afrique de l'Ouest, on parle bien sûr du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Tchad, il n'y aurait plus, en tout cas, on parlerait plus du terrorisme dans ces États. Mais on a l'impression que, déjà, ils ne sont pas financés. Ce G5 Sahel n'est pas financé. Et en plus de ça, on a l'impression qu'on aime bien, ou alors on veut bien continuer à maintenir, justement, ces terroristes en place, parce que
La loi est simple, diviser pour mieux régner. Vous avez répondu, diviser pour mieux régner, c'est tout, c'est ça l'objectif. Parce que vous allez retrouver que le plus grand terroriste de cette zone s'appelle Blaise Compaoré. C'est le parrain de toutes les rébellions qui ont eu lieu dans cette sous-région-là, que ce soit ou bien des groupes djihadistes. Parce que On rappelle aujourd'hui que Blaise Compaoré est déjà ambassadeur de Côte d'Ivoire. Alors. Mais il est déjà ivoirien. Donc vous voyez quelqu'un qui a dirigé un pays voisin qui devient citoyen d'un qui doit être autre jugé, pays. mais il n'est pas jugé. Donc vous comprenez toute la fausseté qui se cache derrière tout cet engrenage-là. Donc, quand je dis Blaise Compaoré, le plus grand parrain de toutes les rébellions, de tous ces groupes-là, parce qu'en réalité, tous ces chefs d'État cotisaient de l'argent pour remettre à M. Blaise Compaoré, ou bien ceux qui aspiraient à être aux commandes de certains États dans cette sous-région-là. Oui. Nous prenons le cas le plus patent, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Vous savez que le Burkina Faso a été la base arrière de la rébellion en Côte d'Ivoire. Donc, tout s'est passé en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Les gens ont été formés, les gens ont été recrutés et formés, et ils ont eu les moyens qu'il fallait. Et M. Blaise Compaoré, à chaque fois qu'il devait avoir une attaque, ces rebelles d'abord informaient Blaise Compaoré que bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ce monsieur n'a pas payé, parce qu'en réalité, il y a les États de cette zone du G5 Sahel payent des rançons, payent des commissions, payent de l'argent à ces groupes rebelles-là, parce qu'en réalité, c'est les mêmes gens qui ont utilisé ces groupes rebelles, ou bien ces rebelles-là à un moment donné. Ce qu'on appelle le rebelle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a ceux qui ne vivent que de ça, qui sont payés pour ça, des mercenaires qui ne sont que payés pour créer des rébellions, pour créer le désordre dans certains États. Donc, vous comprenez que ça a été très bien entretenu. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous dire que le G5 Sahel va faire quelque chose, alors que l'un des gars qui devait apporter beaucoup d'aide au G5 Sahel, ça devait être justement un certain Ouattara ou bien le Burkina Faso. Mais vous retrouvez que le Burkina Faso maintenant fait l'objet de beaucoup plus d'attaques djihadistes. Presque chaque semaine. Hein. Vous comprenez un peu pourquoi? Parce que le parrain n'est plus là. Le parrain a pris une autre. Le parrain, c'est-à-dire M. Blaise Compaoré. Et maintenant, Kaboré qui arrive, qui n'a pas assez de moyens, ou bien le Burkina qui n'a pas assez de débouchés. Non, Kaboré ne voudrait pas négocier avec les djihadistes, parce exactement. que M. Blaise Compaoré avait signé des accords avec des groupes djihadistes qui étaient payés pratiquement chaque mois pour éviter d'attaquer le Burkina Faso. Donc, voilà un peu comment les contrats se sont passés. Mais maintenant que Kaboré ne veut pas obéir, ou bien ne veut pas la continuité de ce clan de banditisme, donc on commence à l'attaquer normalement. Maintenant, quand vous avez un G5 Sahel qui attend les financements plus tôt, parce que le G5 Sahel attend les financements de l'étranger. Alors qu'en réalité, les pays même du G5 Sahel peuvent mettre des moyens dans cette affaire. Mais comme on ne veut pas que ça soit une force autonome, parce que quand même nous avons vu l'armée du Tchad défendre... Justement, le Tchad a beaucoup perdu justement dans cette guerre. Nous avons vu l'armée du Tchad défendre certains États, se mettre au devant et finir même avec des terroristes dans certains pays de ce même G5 Sahel. Mais celui qui est venu prendre les lauriers, tous les récompenses, c'était la France. Donc, vous comprenez qu'en réalité, il y a un vrai terroriste dans ce G5 Sahel. C'est la France. C'est la France qui est le premier pays terroriste, ou bien qui a engagé des terroristes pour maintenir la zone dans l'insécurité. Parce qu'elle ne veut pas perdre le Mali, elle ne veut pas perdre la Côte d'Ivoire, elle ne veut pas perdre le Niger, elle ne veut pas perdre le Burkina Faso, elle ne veut pas perdre ces États-là qui sont dans cette zone-là. Donc, en réalité, la France est le vrai terroriste de cette zone. Et si la France, parce que vous vous étonnez comment, un seul instant, vous avez des drones, vous avez du matériel assez lourd dans ces bases militaires-là, et que personne ne voit quand les djihadistes arrivent. C'est toujours, on dit toujours dans nos quartiers, on voit toujours la fille que tu as ramenée à 2 h du matin. À l'heure elle est entrée et à l'heure qu'elle est sortie. Mais on ne voit jamais le bandit qui a cassé ta porte dans la nuit.
Vous comprenez un peu. C'est-à-dire, on va toujours dire, ce gars, il a amené une fille, elle était brune, courte, géante. Vous comprenez un peu. Dans la nuit, à 2h du matin. Et elle est sortie à 4h ou 5h ou 6h du matin. Mais, si on a cassé votre porte dans la nuit, personne n'a jamais rien vu. Donc, vous comprenez comment nous nous comportons. Donc, on est en face justement avec des gens qui ont tous les moyens de voir tout ce qui se passe, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, mais qui ne voient jamais rien quand ça concerne les terroristes. Mais quand ça concerne autre chose, ils ont tout vu. C'est la même chose. Comment ils ont vu les attaques de Ngarbou au Cameroun? On a dit les images satellitaires ont vu comment l'armée est en train de massacrer les populations. Mais ils n'ont jamais vu comment les ambassonnés ont fait des attaques ou bien comment ils font pour atteindre les populations. Donc, vous comprenez qu'en réalité, aujourd'hui, il y a un parti pris de certains États. C'est pour ça que je dis, le premier terroriste dans cette zone du G5 Sahel, c'est la France. Parce qu'elle a au moins beaucoup de bases militaires dans cette zone. Elle a beaucoup... On croit même que le contingent de l'armée française qui se trouve dans cette zone est plus important que dans tous les autres pays. Parce que ils ont près de 5000 hommes au Mali, ils ont près de 3000 hommes en Côte d'Ivoire, ils ont Donc, vous comprenez qu'en fait, c'est une zone militaire française. Si vous avez une zone de militaire français, ça veut dire que vous devez au moins, vous avez le matériel nécessaire pour essayer de regarder qui veut attaquer ou bien le service de renseignement. Parce que quand même, pour stopper les attaques djihadistes, c'est le service de renseignement. Donc, on est dans une logique où on sait, on est dans la logique du... Tout le monde est au courant, mais personne ne veut rien faire. Ne veut rien faire. Alors, Anatola, ici, vous aviez une réaction justement à ce propos. Oui, tout à fait. Ce que je trouve personnellement paradoxal, c'est que dans le cas de la lutte contre le Covid-19, la plupart des pays de cette zone se sont engagés à débloquer pas moins d'une somme de 1000 milliards. Mais lorsqu'il faut financer la lutte contre le terrorisme dans la même zone, il n'y a pas d'argent. Et je voudrais quand même qu'on m'explique ce que c'est là. Ça veut dire quelque chose qui ne tourne pas. Bien sûr. Ça veut dire que... Non, on va venir avec vous, Abéni, ne vous inquiétez pas. Non, ça veut dire quelque chose qui ne tourne pas. On a besoin de renforcer le contingent opérationnel, c'est-à-dire en ressources humaines. Oui. Aucune armée dans la zone n'a pas d'hommes pour soutenir la lutte de ce côté-là. Vous avez dans la zone les drones américains, vous avez une base américaine qui a des drones qui peuvent faire justement le balayage pour pouvoir identifier les sources de menaces. On ne fait jamais rien. Vous avez des bases militaires françaises dans la zone. Et américaine, il faut préciser. Non, puisque en réalité, c'est la France qui est pratiquement souveraine dans la zone. Donc, c'est pour ça que je mets la France en exergue davantage. Donc, moi, je pense que, en fait, il s'agit d'une insécurité organisée et à dessein. Vous avez un État qui exploite l'uranium du côté du Niger, il n'a pas intérêt, et notamment le groupe Areva, qui négocie même avec les terroristes, il faut le dire, pour ne pas être attaqué. Explique-moi comment se fait-il que une entreprise, une multinationale aussi stratégique qu'Areva n'a jamais été attaquée par des djihadistes. Comment ça s'explique? Mais dans toute la zone, il y a de l'insécurité partout. Mais sauf les intérêts d'Areva, qui est une société... Il n'y a pas seulement Areva, il faut bien préciser. Donc moi, je pense qu'il s'agit... Et puis, dernière question, qui est également tout aussi complexe, j'ai dit paradoxal. Qui arme les djihadistes? Je me suis toujours posé cette question. Je vous pose la question. Les djihadistes? Par où passent les armes? Je pense qu'il y a un gros problème. Le problème, c'est que les mêmes gens vous parlent des négociations, les mêmes gens disent de vous apporter leur logistique, leur soutien, et les mêmes gens arment par derrière les ennemis. Docteur Bénéclis, on sait également que la zone frontalière dans le nord-est de la Côte d'Ivoire est déconseillée, il faut le dire, aux voyageurs. Et ça fait, il faut le dire, de très longues années. Et d'ailleurs, depuis 2019, les autorités ivoiriennes ont demandé que les voyageurs ne passent pas par la zone nord-est. La grande question, c'est pourquoi? Le pourquoi, justement, les pourquoi, c'est là où il y a toutes les questions qui vont émerger de ces nœuds. De ce nœud qu'on pourrait dire mystérieux. Mais la vérité, c'est quoi? Déjà, l'instabilité de la zone vient de l'effritement du pouvoir de la Libye. La recrudescence des groupes djihadistes est
de bandes armées dans le Sahel vient du fait que la Libye, qui était un rempart contre le terrorisme dans l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, a été, n'est-ce pas, comme on dit, pratiquement dissous, la carte enrayée violemment par les croisés occidentaux qui ont montré à Mondovision ce qu'on appelle la barbarie occidentale. Nous avons vu les conditions dans lesquelles le Kadhafi a été arrêté et on ne nous a jamais montré ni fait le bilan sur le massacre qui a été fait sur la population civile. Il y a des morts et des morts, on ne les dit jamais. Et les pillages qui s'ensuivent des ressources de la Libye. Mais parlons d'abord de la zone sahélo-sahélienne en lui-même. Nous pensons que cette zone n'est qu'un désert. Mais je vais vous le dire, l'occidental ne mettrait pas son pied là où il n'a aucun intérêt. Donc, la multiplication où la zone sahélo-sahélienne est devenue une zone de confrontation de puissance. Comment? Regardez cette bande pour expliquer géologiquement ce que cela vaut ou représente pour l'Afrique. Cette zone donne 3 entrées principales. La première zone, c'est vers le Méditerranée. La deuxième zone, c'est vers la mer Rouge, l'océan Indien. Oui. La troisième porte vers le Pacifique, vers l'Amérique. Donc, c'est une zone idéale pour acheminer les ressources du continent vers ces 3 destinations dont je viens d'évoquer. Vers l'océan Indien pour aller en Chine, la Russie et certains d'autres pays qui sont du Moyen-Orient, qui sont directement impliqués dans le pillage de l'Afrique. On parlera d'Israël, on en parle pas assez, et Israël est très impliqué dans cela. Il y a aussi l'Arabie Saoudite, mais aussi la Turquie, la Russie et d'autres pays. Vers le Pacifique, vous avez les États-Unis en particulier. Les États-Unis, le Canada, mais surtout les États-Unis d'Amérique. Et vers la Méditerranée, vous avez la France, l'Union européenne, bref. Mais que représente donc la bande sahélo-sahélienne? Alors, on pense que la bande sahélo-sahélienne, c'est un désert, simplement, mais c'est en même temps... Très riche en pétrole, il faut préciser par ailleurs, il faut que les gens le sachent. Une mine en énergie solaire. Parce que ça, on oublie. C'est d'abord une mine d'or en énergie solaire. Comprenez qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle une mutation énergétique. La mutation énergétique veut que nous puissions laver la planète des sources d'énergie polluantes, dont le nucléaire, etc., etc. Et cette transition-là fait que demain, on puisse investir beaucoup plus dans les solaires, dans l'éolienne, etc., etc., pour que cette transition puisse être bénéfique à la population. Mais donc, il faut aller chercher là où il y a plus d'énergie. Et la bande sahélo-sahélienne a déjà la première centrale énergétique en production de l'énergie solaire dans le monde. Cette zone-là, on produit de l'électricité malheureusement qui ne sert pas aux Africains. Quand vous sillonnez cette bande dans toutes ces régions qui sont connexes, qui forment même la région, c'est sous-électrifié. Il n'y a pas l'électricité. Mais par contre, les unités à l'intérieur des bases militaires, des grandes unités de production électrique, envoient l'électricité chez eux et s'en servent pour faire fonctionner leurs industries. Ça, c'est de 1. L'énergie solaire, en catastrophe dans la zone sahélienne, qu'on oublie de préciser. C'est la première richesse pillée en toute illégalité en Afrique. Les deuxièmes ressources, alors parlons du sous-sol. Il n'y a pas seulement le pétrole. Il y a l'or, il y a le diamant, il y a l'uranium, il y a toutes sortes de minéraux qui contribuent, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle l'industrie de pointe, hein, le nucléaire par exemple, etc., etc. Donc, ces gens-là ont trouvé en cette zone une mine à exploiter. Et pour mieux l'exploiter, il faut déstabiliser la région. Déstabiliser la région, c'est rendre cette zone-là inhabitée et infréquentable. C'est ça les raisons géopolitiques qui ont été mises sur la table pour permettre, n'est-ce pas, à ces puissances prédatrices de voler, de faire même base sur les richesses de l'Afrique sans qu'il y ait un contrôle. Première stratégie, il fallait d'abord n'est-ce pas, contribuer, financer le terrorisme dans la zone. Pourquoi financer le terrorisme? C'était un outil utilisé parce qu'il y avait la Libye de Kadhafi qui était là, qui avait non seulement le contrôle sur le djihadisme, mais sur le désert également du Sahara. Sur le désert tout entier, parce que l'armée libyenne était qualifiée
professionnels pour pouvoir contrôler. Et donc la Libye avait tous les rapports. Ces gouvernements trouvaient du mal à coopérer avec la Libye pour piller l'Afrique. Parce que forcément, vous allez rencontrer les contingents de la Libye. Et la Libye a servi des barrières à ces... Quand la Libye, le Kadhafi est morte, n'est-ce pas, vous avez vu l'État islamique s'installer dans la zone. Mais cet État islamique... Soi-disant, il faut bien préciser. Oui, c'est soi-disant parce que c'est un mascarade. Je vous dis que le premier financier du terrorisme, c'est l'Occident. Tous les terrorismes internationaux est financé par l'Occident, pensé par l'Occident pour déstabiliser des gouvernements et faire même basse sur les richesses. D'abord, ils ont utilisé cela pour, n'est-ce pas, assiéger le Moyen-Orient. C'était les moyens d'introduction de l'Occident dans le Moyen-Orient, parce que le Moyen-Orient, jadis, était contrôlé par la Russie et d'autres dragons qui émergeaient et qui refusaient à tout prix l'immixion ou les contrôles directs des Occidentaux. Il fallait donc financer le djihadisme pour pouvoir faire pression sur ces États et demain, n'est-ce pas, les contraindre à des accords onusiens. Parce que quand le terrorisme accomplit sa mission de pression diplomatique, on va chercher une solution à l'onusienne. La solution onusienne, c'est pilonnée et pilotée par les puissances occidentales qui ont le droit de veto en majorité, donc les États-Unis, la France et l'Angleterre. Vient l'URSS et la Chine qui font le contrepoids. Donc, c'est deux moyens qui ont été utilisés. Et donc, dans la zone sahélienne, avec toutes ces richesses-là, s'il faut, n'est-ce pas, par exemple, discuter de manière égale à égale, l'exploitation, par exemple, de minéraux de l'uranium ou de cobalt et de coltan, parce qu'il faut les souligner, il n'y a pas que le pétrole, mais l'Afrique gagnerait. Si vraiment l'échange est équitable, l'Afrique gagnerait. Mais pour que l'Afrique ne gagne pas, ne bénéficie pas de cela, il faut établir des zones de tension. C'est ce qu'ils ont fait, ça c'était la première stratégie, ils ont réussi. Maintenant, comment se fait-il que les États qui sont là n'arrivent pas à contrôler ces bandes? Mais effectivement parce que ces bandes ne sont pas des phénomènes opportuns, des phénomènes fortuits. Ce sont des circuits qui sont alimentés par la France, par les États-Unis d'Amérique, par l'Angleterre, par généralement l'Occident. Mais la Chine s'est introduite, s'est invitée dans le jeu. Puisque la Chine a établi une base militaire à Djibouti, la Chine a besoin d'exploiter aussi les minéraux de cette zone et l'acheminer par la mer, l'océan Indien vers les destinations qui sont favorables. Les États-Unis exploitent ces minéraux pour les cheminer vers le Pacifique, l'introduire aux États-Unis. Et l'Occident, il fallait qu'il y ait un passoire, et ce passoire a été établi, c'est la Libye. À partir de là, on peut exploiter donc la zone sahélo-sahélienne et transporter les minéraux, les ressources de l'Afrique en toute illégalité. Maintenant, la problématique du financement de ce qu'on appelle le G5 Sahel, pourquoi ça tarde ou ça traîne? Mais simplement parce que, premièrement, ces États qui exploitent illégalement les ressources de l'Afrique n'ont pas besoin qu'il y ait une armée africaine autonome pour pouvoir contrôler leurs exactions. Souvenez-vous qu'il y a des photos et des images aujourd'hui qui attestent que l'armée française pratique l'exploitation non seulement pétrolière, mais aussi des gisements, des mines d'or, etc. au Mali. Dans le nord du Mali. Au nord du Mali. Oui. Voilà pourquoi aujourd'hui une partie de la rébellion Touareg n'était pas une rébellion financée par les Français. C'était une rébellion citoyenne qui s'est dit, mais attends, pourquoi est-ce que toutes nos richesses sont en train d'être exploitées illégalement et l'armée malienne que nous avons ne nous protège pas, ne protège pas aussi nos intérêts et tout part en France. Cette branche a pris les armes, non pas contre l'État malien, mais surtout contre l'exploitation illégale des ressources de leurs terres. Parce que c'est leur zone qui est déstabilisée et ils ne contrôlent plus rien. On les accuse d'être à la manœuvre, mais en réalité, ce sont les armées françaises qui sont à la manœuvre de la déstabilisation. Donc ça, c'est un point de vue très... Il y a des preuves là-dessus. Il y a même un journaliste malien qui est mort pour avoir publié ces vérités. Donc, la rébellion qui a été utilisée dans le Sahel comme en Afrique est financée par l'Occident pour déstabiliser l'Afrique afin de faire même basse sur les ressources du sol et du sol. Malheureusement, ce qui a dénoncé, c'est la naïveté de l'élite politique africaine. Connaissant le double jeu des partenaires
soi-disant historiques avec lesquels nous traitons. Nous savons qu'ils ne travaillent pas pour nos intérêts, mais nous continuons malgré cela à subir leur parrainage forcé et obligé, parce que la France dira par exemple au président malien, si tu n'acceptes pas notre parrainage, eh ben, il y a un coup d'État, tu veux te balayer. Oui. Et donc ces gens ont une arme à la tête et négocient. Ils vous font miroiter que tout va bien et l'armée fait des efforts, mais en réalité, ils font tout pour que ces pays-là ne puissent pas avoir des armées autonomes capables de défendre leur pays. Albert Anatola, ici, on est quand même un peu surpris. Lorsque le Covid-19 va commencer, vous l'avez d'ailleurs souligné tout à l'heure, eh ben, ces États ont voté des budgets de milliards de francs CFA. Mais lorsqu'il faut justement prendre le temps de financer les armées contre le terrorisme, là, l'argent manque à l'appel. Et d'ailleurs, Béni qui nous a fait savoir d'ailleurs que quelque part, toute la zone sahélo-sahélienne, en Afrique de l'Ouest, il faut le dire, est infréquentable. Il a oublié un fait historique qui est majeur, notamment les accords de l'OCRS qui ont été signés entre Houphouët-Boigny et la France. Ça, il faut l'oublier pour la gestion de la zone sahélo-sahélienne. Oui. Parce que c'était un fait historique majeur qui, justement, parce que dans une déclaration en son temps, M. Houphouët-Boigny n'était pas francophile, comme nous le savons, avait, à mon sens, signé des accords en faveur de la métropole, comme il l'appelle, c'est-à-dire que c'est la métropole qui devait exploiter le sous-sol, n'est-ce pas, de la zone sahélo-sahélienne. Ce qui suppose donc que pas de la zone sahélo-sahélienne, c'était la partie ivoirienne du Nord. Parce que la zone sahélo-sahélienne introduit les Malawi, introduit le Mali, le Niger et tout. Mais il avait signé ces accords en fonction de la zone qui revient à la Côte d'Ivoire exclusivement. Malheureusement, donc justement, comme dans tous accords, il y a aussi des violations possibles, eh bien, ces accords ont été passibles de violation et on se retrouve donc avec plusieurs charognards qui autour de la charogne. C'était un fait historique qu'il fallait relever. Donc, ces puissants occidentaux ne se sont pas invités, par hasard. Il y a eu des négociations. Il y a des accords. Suivi des accords entre le francophile, Houphouët-Boigny, et la métropole. Ceci étant dit, vous savez, il y a des déclarations politiciennes. C'est-à-dire, comme il le relevait, vous avez des États, notamment le Mali, dont le président notamment Ibrahim Boubacar Keïta, estime que le Mali reste une digue dans le cadre de la lutte contre le djihadisme. Et il faut donc justement soutenir le Mali dans cette lutte. Est-ce que le Mali, est-ce que son appel a été entendu par, n'est-ce pas, ses compères, n'est-ce pas, de la sous-région, oui. Du tout. Pourquoi? Parce que il n'est pas tout à fait normal qu'il soit soutenu. Tout à l'heure, Béni qui le relevait, mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que dans la zone du nord du Mali, il est interdit aux Maliens de se retrouver là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'armée française qui y va. Non, c'est une partie. Il faut bien formuler. Dans tous les cas, il n'y a que l'armée française qui y va. La partie du nord est très vaste. Le nord Mali est très vaste. Comment ça peut s'expliquer que dans votre pays, une armée étrangère vous interdise de fréquenter une zone de votre au Cameroun, il y a des endroits où il faut parler. Non, je veux dire, ce n'est pas à l'armée, c'est pas une force d'occupation qui doit m'interdire d'y aller. Ce sont les autorités de mon pays qui doivent m'interdire d'y aller, non une armée française, non une armée étrangère. Ça, c'est absolument une aberration. Je pense donc qu'il s'agit c'était donc des budgets politiciens. Je pense que dans le cadre de la mise en œuvre du G5 Sahel, il faut, je crois, environ 200 ou 550 milliards d'euros. Mais vous avez donc au moins 4 États qui sont confrontés au djihadisme, qui ont annoncé, qui mettaient sur la table 1000 milliards de francs CFA dans le cadre de la lutte contre le Covid. Bon, alors, ça veut dire qu'il y a un problème. Si vous arrivez à débloquer 1000 milliards de francs CFA, et que vous ne parvenez pas à financer la sécurité, pas seulement de manière circonstancielle ou ponctuelle, c'est-à-dire, lorsqu'on parle de la sécurité, cela suppose d'abord la formation de votre armée, c'est-à-dire une armée professionnelle, une armée opérationnelle, équipée, n'est-ce pas, d'un armement de pointe. C'est ce que cela suppose. Maintenant, vous avez donc des intelligences, c'est-à-dire, vous avez des moyens de renseignement pointus. Ça veut dire que si vous ne pouvez pas le faire, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Et le gros problème, c'est que nous avons eu affaire à des annonces politiciennes dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Maintenant, donc, le problème, c'est que la position et de la France, et des États-Unis, de la Chine,
et de la Russie de manière accessoire n'est pas là pour régler le problème. Bien évidemment, cette présence est là justement pour créer davantage de problèmes, qu'on ne s'y trompe pas. Et bien finalement, André Kisefanga, les problèmes, il y en aura toujours sur le continent africain parce qu'on n'a pas besoin de les résoudre. C'est le cas par exemple quand on voit la Côte d'Ivoire qui vit, il faut le dire, depuis des décennies dans la souffrance, des morts on en compte par milliers, mais continue toujours de connaître des morts, comme ce fut le cas encore jeudi dernier avec cette attaque justement à Kafolo. Quand vous avez un djihadiste à la tête d'un État, vous vous attendez à quoi? Quand vous avez des criminels à la tête des États, vous vous attendez à quoi? Il ne va qu'utiliser les armes qu'il connaît. Vous n'allez pas demander à la poule de changer sa façon de picorer. Donc, il ne sait que faire ça. Il ne sait que créer le désordre. Donc, vous avez un État qui a été conçu dans le désordre. C'est-à-dire l'État actuel dirigé par M. Alassane Dramane Ouattara a été conçu dans le désordre. Ce n'est que normal que le désordre puisse continuer. Et comme c'est une stratégie pour lui pour demeurer au pouvoir, parce qu'en réalité, on est dans la stratégie du pompier pyromane. Donc, on allume le feu et on dit non, on va venir éteindre. Alors qu'en réalité, c'est nous-mêmes qui avons allumé ce feu-là. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, tout est mis en place pour que le système qui gouverne la Côte d'Ivoire aujourd'hui puisse demeurer au pouvoir. C'est-à-dire Ahmed Bakayoko et son complice, M. Alassane Dramane Ouattara, comme ils ont déjà réussi à écarter Guillaume Kimbafori Soro Guillaume. Ne soyez même pas surpris qu'on mette ces attaques-là sur la tête de Guillaume Soro. Pour dire que c'est lui peut-être qui a encore organisé ces hommes pour faire une rébellion. Ou bien arriver à un coup d'État comme fabriqué de toutes pièces. Ou bien on a déjoué un coup d'État. Laurent Gbagbo. Ça, c'est toujours une possibilité. Donc, vous comprenez que tout est mis en place pour dire que non, tout ça, c'est parce que, oui, les gens sont mécontents de l'arrivée, ou comme le président Laurent Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire, ou bien le ministre Charles Blé Goudé. Donc, vous comprenez que des scénarios comme ça sont envisagés, où on va faire on va envoyer des jeunes cassés quelque part, et on va dire non, vraiment, ces jeunes-là, ces rebelles-là, et tout, pour empêcher que le président Laurent Gbagbo ne rentre en Côte d'Ivoire. Donc, vous comprenez que Monsieur Blaise Compaoré, qui est l'ami de Monsieur Ouattara, le frère, parce que l'ami c'est même qui est le frère, parce que tous sont des Burkinabés, tous sont des Burkinabés, se sont accaparés d'un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Tous sont devenus subitement ivoiriens. Dieu merci, on ne refuse pas que c'est des Africains. Nous sommes des Africains, oui. Que des Africains, mais leur activité, c'est ça le problème. L'activité de nourrir le djihadisme et de créer des zones de tension. Parce que ça soit des rebelles qui sont au Mali, que ça soit des rebelles qui sont au Burkina Faso, qui sont partout, ont été entretenus pendant des années. Parce que quand même entretenir une rébellion pendant 10 ans, ce n'est pas donné. Ah oui, il faut être Ouattara pour, parce que quand même, c'est quand même un bailleur de fonds, hein. C'est un gars venu du FMI, donc il a les techniques de financement. Donc il n'y a pas, ce n'est pas un Guillaume Kimbafori Soro Guillaume, sorti de l'université qui ne pouvait même pas s'acheter un pantalon, qui ne pouvait même pas louer un studio, qui va entretenir une rébellion de 10 ans. Donc vous comprenez qu'il fallait que quelqu'un qui a les couloirs des finances pour entretenir une rébellion, et c'est ce qui a été fait. Donc nous pensons aujourd'hui que le problème n'est pas seulement les djihadistes ou bien ceux qu'on accuse de djihadistes. Le problème, c'est les plus grands djihadistes qui sont à certains États. Parce que les plus grands djihadistes sont là. Blaise Compaoré, nous avons pris son cas. Dès qu'il a quitté le Burkina Faso, les djihadistes ont commencé à frapper le Burkina Faso. Donc, nous comprenons aujourd'hui qu'il faut véritablement toucher le point où il faut. Et ça, les plus grands djihadistes sont sous le grand parapluie de la France. Parce que les États-Unis même ne sont même pas assez actifs sur le terrain, parce qu'en réalité, le sous-traitant des États-Unis, c'est la France. C'est la France qui sous-traite tous les grands dossiers des États-Unis. Il dit, bon, ok, allez empêcher à la Russie de faire ceci, allez empêcher à la Chine de faire ceci. Donc, c'est la France, surtout dans la zone francophile, dans la zone de commandement française, c'est elle qui agit en sous-marin, et c'est elle qui a dit à la France, aux États-Unis, attendez, nous allons régler le problème de telle façon. Donc, tel que c'est fait, en dehors des ressources que Béni Christ a citées, vous savez qu'au Mali, il y a de l'eau. Il y a une eau de qualité. Réserve d'eau douce. La réserve d'eau douce. Et la France aura bientôt soif, très soif même. Donc, il faut réserver
l'Europe en tout entière, hein, parce que tel que c'est parti, l'Europe sera dans une situation très difficile. Alors, il faut se réserver des points de ravitaillement. En réalité, cette zone est un point de ravitaillement, que ce soit d'abord en ressources minières, ressources et même les terres rares et de l'eau douce. Donc, vous comprenez leur intérêt. Ils préservent, en fait, ils ont faim. Ils ont besoin de vivre. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés d'utiliser tous les moyens. Mais ils utilisent la mauvaise méthode. Parce qu'aujourd'hui, nous les Africains, nous commençons à comprendre que maintenant, ils nous ont longtemps dupés. Parce que quand vous voyez un Français dans un pays africain, il ne vient pas pour vos beaux yeux. Parce que vous avez le meilleur des pays. Ou c'est un ancien prisonnier qu'on vous a envoyé que bon, va purger ta peine là-bas au Cameroun. Ou bien dans un pays quelconque de francophile. Et on va le nommer directeur dans une société ou bien directeur adjoint qui ne s'y connaît en rien. Il sera formé justement par un autre Africain ou bien un Camerounais ou un Malien ou bien un Ivoirien. Et finalement, on va retrouver que c'est lui maintenant qui devient l'agent secret de la France dans ce territoire-là. Donc, il est très urgent que nous prenions garde à ces gens qui viennent comme des coopérants, qui viennent, d'ailleurs même, ils utilisent ce beau mot pour dire que quand ils viennent chez nous, c'est les coopérants, mais quand nous allons chez eux, nous sommes des immigrants, des immigrés. Donc, vous comprenez qu'il y a des choses à corriger dans notre fonctionnement et surtout dans notre pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Monsieur Laurent Koudou-Gbagbo doit rentrer, mais il faut créer le flou pour que les conditions ne soient pas réunies pour qu'il puisse rentrer. Et monsieur Ouattara veut un troisième mandat. Alors vous êtes tous d'accord que, jusqu'à preuve de contraire, Dr Bénicris, qu'Alassane Dramane Ouattara veut un troisième mandat et ne veut pas du retour de Laurent Koudou-Gbagbo sur le sol ivoirien. Voilà pourquoi, jusqu'à preuve de contraire, aujourd'hui, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, on parle déjà, il faut le dire, de terrorisme. Bon, ce qu'il faut déjà préciser ici, que vaille que vaille, M. Ouattara a tout intérêt à rester aux affaires. Entre guillemets, pas seulement... Il ne pourrait pas sortir par la grande porte en faisant rentrer Laurent Koudou-Gbagbo. C'est ce que j'ai dit, entre guillemets, pas seulement de se maintenir à la tête de l'État ivoirien, mais rester aux affaires. Pourquoi j'ai fait cette nuance-là? Regardez un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. M. Ouattara, c'est plus qu'un individu, que beaucoup ne le savent pas. M. Ouattara, c'est le patron de beaucoup de multinationales. M. Ouattara et son clique ou son clan gèrent 90% de l'économie ivoirienne et 70% de l'économie de la sous-région. M. Ouattara, donc vous voyez là. Donc c'est un mania. Mais si M. Ouattara aujourd'hui, qui a réussi, il faut le dire, à asseoir son empire et à renforcer les tentacules de cette emprise économique qu'il a sur la région, à partir de ces 10 ans, de ces 2 mandats passés à la tête de l'État ivoirien, vous pensez qu'il peut du jour au lendemain accepter que son empire financier et économique puisse s'écrouler? Il a tout intérêt à jouer le jeu politicien pour pouvoir garantir l'après-Ouattara. C'est-à-dire il faut la continuité, la garantie de ses intérêts. Qu'est-ce que le camp d'en face va lui garantir? Le FPI, une fois au pouvoir, on va balayer d'un revers de la main tous ses intérêts, comme il l'a fait d'ailleurs, de ce que Gbagbo a fait. Donc, il a tout intérêt à organiser et à désorganiser les choses. Désorganiser tout ce qui pourrait mettre à mal ses intérêts. C'est-à-dire brouiller les pistes pour que demain il n'y ait pas une véritable alternance démocratique à la tête de la Côte d'Ivoire, pour pouvoir continuer à faire même bas sur les intérêts économiques. Parce que même si Gbagbo reprenait le pouvoir, tant qu'il gère l'économie, il s'en fout. Parce que c'est lui qui gère la monnaie, gère tout. C'est lui qui gère l'économie, dicte la politique. On le sait. Hein. Il y a quelqu'un, Kissinger a dit, c'est lui qui gère l'argent, contrôle le monde. C'est lui qui gère la nourriture, contrôle les esprits, les gens. C'est lui qui gère les savoirs, contrôle les esprits. Donc, Ouattara s'en fout de ce qui va devenir la Côte d'Ivoire de demain, pourvu que ses intérêts soient conservés. Et non seulement cela, quand vous avez dirigé une rébellion, par exemple, vous ne savez pas le nombre de financements que vous avez bénéficié. Parce que le plus grand fournisseur, n'est-ce pas, les plus grands financiers des réseaux mafieux, c'est la Banque mondiale et le FMI. Comment est-ce que vous pouvez avoir plus de 5 à 10 000 employés à l'étranger? Vous les payez avec quoi? Que produisent ces institutions internationales financières? Ils produisent quoi? Ils produisent quel endettement? Ils font des intérêts par l'endettement. Donc ce sont eux qui financent le djihadisme, parce que le djihad peut exploiter
l'or et le pétrole en toute illégalité, ils n'achètent pas. Et les gros intérêts sont rétrocédés à ceux qui ont financé. Et donc, M. Ouattara, d'abord, a bénéficié du financement des réseaux qui appartiennent directement au FMI, où il a travaillé pendant des décennies, et de la Banque mondiale, qui est la maîtresse ou la patronne de toutes ces institutions financières. Donc, ce sont des intérêts qui sont échelonnés à 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans. Il ne peut pas se permettre demain de lâcher la mainmise sur les gros intérêts ivoiriens ou de la sous-région, parce que sa personne, d'abord, il sera poursuivi parce que son acte de naissance d'origine est burkinabé. Même si certaines personnes disent qu'il est ivoirien. C'est un burkinabé. J'ai fait 10 ans en Côte d'Ivoire, je vous rappelle. Son acte de naissance. J'ai dit que même de manière légale, M. Ouattara ne peut pas gagner une seule élection en Côte d'Ivoire. Si vraiment la démocratie était, comme on le dit, un système parfait, il veut dire que M. Ouattara ne gagnerait pas les élections. Même si une élection de quartier. Même une élection de quartier. M. Addo ne peut pas gagner l'élection en Côte d'Ivoire. Même si on prenait, puisqu'il y a 30% de la population ivoirienne d'origine burkinabèse, même si on prenait les 30% des Burkinabés pour voter Ouattara, vous voyez un peu dans la balance démocratique, il ne peut pas, n'est-ce pas, être élu président de la République. C'est les circonstances mafieuses qui ont fait que Ouattara devient président de la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a des gros intérêts que le patron, le maître du monde, en l'occurrence les États-Unis, le multinational américain, le multinational française. Le Burkina Faso est devenu premier importateur mondial de cacao. Effectivement. Alors qu'il n'y a pas de champ important de cacao au Burkina Faso. Grâce à qui? Grâce aux fils de Ouattara, voilà, de Dominique Ouattara, voilà, qui ont acheté. Où est venu l'argent pour acheter d'abord à vil prix, et maintenant ce que la rébellion a taxé, parce que vous savez le système de taxage, vous êtes né dans les quartiers difficiles, quand les grands vous taxent. Merci de le dire à Mondo Vision. Oui, nous sommes nés dans nous sommes tous ici vous comprenez un peu le taxage, le système de la populace. Donc vous comprenez le taxage. Donc quand vous avez des gens qui taxent les autres et qui récupèrent leurs marchandises et tout, ou bien leur production, et qui revendent ou bien qui exportent vers le Burkina Faso pour qu'ils revendent au marché mondial. Donc vous comprenez qu'en réalité, ces gens, c'est des criminels, c'est une famille de criminels. Le père criminel, Madame Dominique Ouattara criminel, le fils criminel. Donc c'est des gens qui n'ont pas foi aux yeux par rapport à leurs intérêts. Vous comprenez un peu? C'est des gens qui ont constitué une industrie du crime pour dire que nous allons nous enrichir. Même après 20 ans, 50 ans, on continuera à parler des affaires de M. Ouattara ou bien de leur économie. Donc c'était juste pour mettre de l'eau dans oui, et pour chuter d'ailleurs, pour chuter. Je vais même faire un parallèle entre le Burkina Faso et le Rwanda. Regardez un peu ce que Christelle venait de dire. Le Burkina Faso, j'y étais 2 fois. Je vous dis que les fruits, quand tu manges un fruit au Burkina Faso, c'est sec, il n'y a même pas le jus. C'est un pays sahélien. Comment est-ce que vous pouvez avoir des hectares et des hectares de cacao et devenir producteur mondial, n'est-ce pas, en cette matière? Prenez le Rwanda, le premier producteur maintenant mondial de coltan. Il n'y a aucun coltan sur le sol rwandais. Pourquoi? Parce que le coltan vient de la RDC. La déstabilisation de la RDC permet au Rwanda de devenir le marché mondial du coltan. C'est ce qui se passe au Burkina Faso. Les drames, c'est que le Burkina Faso a réussi non seulement à faire même basse sur le plan économique, n'est-ce pas, mais à prendre même en otage les pouvoirs politiques ivoiriens. Parce que celui qui gouverne la Côte d'Ivoire, c'est un Rwandais, un Burkinabé, qu'on le veuille le nom, et un autre Burkinabé qui est l'assassin, non présumé, mais direct de Sankara, c'est-à-dire du nationalisme et même du panafricanisme, dans ses expressions les plus authentiques que fit Thomas Sankara. Monsieur Blaise Compaoré a un asile, n'est-ce pas, un asile doré, ça il faut le dire. En Côte d'Ivoire, il a eu la nationalité. Il est nommé d'ailleurs ambassadeur. Alors que dans son pays, il y a des dossiers lourds qui pèsent contre lui. D'ailleurs, c'est la cause pour laquelle le terrorisme frappe aujourd'hui le Burkina. Parce qu'il y a une instruction contre les poursuites sur sa personne. Il doit répondre à la justice de la mort de Thomas Sankara, mais il doit aussi répondre de l'assassinat de plusieurs Burkinabés lors du soulèvement qui l'a amené, n'est-ce pas, à la démission, à la fuite. Et il est protégé par M. Ouattara, qui se dit démocrate, mais qui protège un criminel des droits communs,
un criminel qui a assassiné un panafricaniste de renom, et qui lui donne la nationalité et l'asile contre l'avis des Ivoiriens, il faut se poser des questions. Quel genre de démocratie avons-nous en Afrique et quel genre d'élite politique nous avons lorsqu'on sait que l'ONU, je ne parle pas même de bandes françaises, tout parce qu'ils viennent pour les intérêts, mais l'Organisation des Nations Unies, quel jeu joue cette organisation en Côte d'Ivoire? Prenez d'abord un fait pour chuter rapidement. Lorsque les élections, Gbagbo réclamait le récomptage de voix. J'étais encore en train de revoir la vidéo où une grande chaîne de Euronews posait des questions à « Vous voulez la guerre civile ?» Gbagbo a dit clairement « Je n'ai pas besoin de la guerre. Celui qui veut la guerre, c'est celui qui a les camps d'en face. Moi, je veux qu'on récompte le voix. » Nous voulons rétrocéder tous les voix à une commission internationale, récompter le voix, dites à Mondovision qui a gagné les élections. Mais je vous dis que pour la première fois, l'Organisation des Nations Unies a non seulement confisqué toutes les données de ces élections, mais brûlé les votes des Ivoiriens. Une organisation censée être, n'est-ce pas, l'arbitre de contentieux et neutre, a brûlé, il y a des preuves, brûlé toutes les données des élections pour qu'il n'y ait pas récomptage. L'ONU l'a fait pour protéger M. Ouattara. Que fait l'ONU au Congo, chez moi? 20 000 casques bleus contre des bandes isolées de 1000 personnes, qui continuent de piller, de massacrer des villages entiers. On ne vous le dit pas. Il n'y a aucun peuple sur la terre jusqu'à aujourd'hui. Les génocides rwandais ne comptent pas les génocides congolais. Les Congolais aujourd'hui, toute la population... C'est des millions de morts. Des millions de morts, on n'en parle pas. Et l'ONU est au Congo. Ça fait un super État dans un État fragilisé. Un pays qui a 80 millions de terres érables, qui peut nourrir 2 milliards d'individus sur la terre, mais les Congolais peinent à vivre avec $1 par jour. Et vous dites aux Congolais, mais comment votre pays exporte tout? Mais les Congolais n'exportent rien, puisqu'ils ne produisent rien. Vous avez fait de la RDC une somalisation accélérée, puisque la RDC, avec le Cameroun, j'ai dit le cœur de l'Afrique. Si vous laissez à ces pays-là de se mettre debout, mais l'Occident n'existe plus. Puisque nous pouvons nourrir 2 milliards d'individus sur la Terre. Si vous ajoutez le Cameroun, vous ajoutez la Centrafrique. Regarde ce que l'ONU fait en Centrafrique. Ces pays-là, mais ingouvernables. Le président Touadéra gouverne juste une partie. Comme à Kinshasa, le président congolais ne gère que Kinshasa. Et le reste des territoires, vous dit que c'est des villes comme... Mais en réalité, tous les pouvoirs économiques et politiques sont gérés par les multinationales ou alors directement par l'ONU. C'est ce qu'ils font en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Aucun pays de l'Afrique de l'Ouest n'a la souveraineté. Vous avez vu l'incident de la fois passée. L'État français décide que Air France va reprendre ses vols en destination de Dakar sans consulter Macky Sall, sans consulter le gouvernement sénégalais, parce que vous êtes juste des colonies et votre statut, vous devez le conserver ou bien dégager. Air France a également repris le rôle pour le Cameroun, Albert Anatoly ici. Absolument, j'ai vu les images hier. C'était une digression, juste pour vous. Ça aurait pu être mon coup de gueule de ce matin, mais j'avais plus important à parler. Bon, vous savez également que Air France a repris ses vols. Absolument, bien qu'on se mette d'accord. Nous savons justement, j'ai vu les images. On n'a pas consulté les Camerounais. J'ai été scandalisé. Je pense que c'est Air France qui nous a apporté des problèmes de crise sanitaire au Cameroun. C'est encore Air France qui revient. Bon, je pense qu'il y a un gros problème. Non, pour revenir à la thématique de la journée, vous savez, une armée qui doit être opérationnelle de manière efficace, répond à 3 triptyques. Il y a sur le triptyque il y a d'abord la détection, l'interception et l'intervention. Si vous avez une armée qui n'est pas capable de répondre à ces triptyques-là, ça veut dire que vous n'avez pas d'armée. C'est clair. Et c'est le cas du côté, en tout cas du Mali, c'est le cas relativement du côté de la Côte d'Ivoire, oui. Parce que c'est encore plus grave sur le temps que, en fait, le diable est dans la maison. Et lorsque vous avez le diable dans la maison, ça devient plus compliqué. Je pense que, d'une manière générale, il est temps que nous ayons des armées, pas du continent africain d'une manière générale, au-delà des pommes d'hégémonie ou bien des cœurs de leadership. Nous devons avoir une armée opérationnelle. Et je ne sais pas où est passé le fameux projet d'une armée continentale. J'ai vu beaucoup de mouvements là-dessus, notamment avec l'actuel ministre de la Défense, Betty Assomo. J'ai assisté à beaucoup de séminaires dans ce sens-là, je ne sais pas où c'est parti, cette histoire-là. On disait d'ailleurs qu'il devait avoir un camp ici à Douala, mais bon, on attend toujours de voir. Moi, je pense que pour régler le problème du G5, du G5 Sahel, du moins pour ce qui concerne ces attaques-là, il faut d'abord démanteler les accords de l'OCRS. Effectivement. Il faut absolument démanteler ces accords-là. Mais malheureusement, comme j'ai l'habitude de les appeler les administrateurs coloniaux, ils sont en place et puis ça les arrange, puisque ça ne concerne pas le peuple.
À partir du moment où leurs intérêts sont pris en jeu, sont protégés, ça ne regarde pas. Vous avez un premier ministre ivoirien qui a mis toute sa famille dans les postes les plus importants de la République ivoirienne. C'est bien l'actuel ministre premier ministre ivoirien, il a mis, j'ai bien... Par intérim. Je parle de celui qui est malade là. Gon Koulibaly. Il a mis toute sa famille dans tous les postes importants dans la République ivoirienne. Il y a au moins 15 personnes de sa famille, y compris ses beaux-frères et ses belles-sœurs. Et ça, c'est un gros scandale. Ils ne sont pas recrutés sur le base du critère, n'est-ce pas, sur la base du critère de compétence, mais de subjectivité. Et là, ça pose un autre problème. Donc je crois qu'à mon sens, que tant que les accords de l'OCR ne sont pas démantelés, le G5 Sahel, cette zone-là sera toujours le terrain de jeu, et les Russes, les Américains, les Français et tout le monde. Et messieurs, jusqu'à preuve de contraire, on a l'impression que c'est toujours avec la complicité des Africains. On a beau accuser les Occidentaux, accuser la France, accuser les États-Unis d'Amérique, mais j'aime le dire souvent sur ce plateau, n'est-ce pas toujours avec la complicité des Africains? Quand est-ce que cela va s'arrêter? Ben, ça va s'arrêter quand ils ne seront plus dans la franc-maçonnerie, quand ils ne seront plus à la Rose-Croix, quand ils ne seront plus des catholiques purs et durs. Vous savez, il y a une chose que quand vous êtes tenu spirituellement, naturellement, vous ne pouvez rien faire. Parce que c'est des gens qui sont obligés d'aller rendre compte à leurs grands maîtres, parce que la plupart de tous ces grands maîtres de ces loges-là sont toujours des Occidentaux. Donc, vous êtes obligés d'aller rendre compte. Et d'ailleurs, nous avons des vidéos où nous avons vu une rencontre entre les francs-maçons d'Afrique ou bien et tout, qui allaient rendre compte et qui amenaient même des courriers des chefs d'État, des courriers des présidents pour remettre aux grands maîtres par rapport à la situation dans leur pays. Donc, vous comprenez que quand vous avez ce genre de style de personnes, on ne peut pas se développer, on ne peut pas avoir des intérêts parce que en réalité, c'est l'intérêt de la loge qui est plus important que les intérêts des populations. C'est pour ça qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent de vous. On peut vous massacrer comme on veut. On peut vous envoyer, d'ailleurs, que nous en recevons des menaces tous les jours. On vous a déjà localisé. On sait où on peut vous trouver. Vous pouvez disparaître dans quelques... Mais vous faites disparaître quelqu'un comme moi. Ça ne me... Pour moi, la famille veut d'abord me tuer. Donc, si vous arrivez à me tuer, c'est d'abord... Donc, c'est normal. Donc, pour moi, vous m'avez aidé à sortir d'une situation compliquée. Donc, en réalité, si vous vous attaquez aux pauvres populations, en réalité, les phénomènes les phénomènes que vous-même vous avez déjà créés parce que vous n'avez pas fait de bons hôpitaux que nous puissions nous soigner, vous n'avez pas pris des dispositions sanitaires pour que le choléra ne nous tue pas parce que l'eau, vous nous avez pas donné en provision. Ici se plaint de l'électricité tout à l'heure. Donc vous voyez que quand on coupe l'électricité comme ça, c'est normal qu'un petit voyou du quartier puisse arriver dans la maison dans le noir. Donc, on favorise l'insécurité, on favorise la famine, on favorise tout. Pourquoi? Parce qu'on s'en fout de vous. Parce que aussi longtemps qu'on a versé les cotisations à la loge, c'est suffisant. En fait, on porte le budget, on porte l'argent de nos impôts pour aller verser chez les grands maîtres, chez les grands gourous. Donc, vous comprenez que nous sommes déjà morts. Ce que nous vivons par la grâce de Dieu. Donc, nous faisons notre prière le matin, chrétiens, musulmans, tout le monde, on fait notre prière le matin. Seigneur, donne-nous notre pain quotidien pour que si demain nous arrive, ça nous arrive. Si demain ne nous arrive pas, donc, on s'en fout du reste. Ce que nous voulons, c'est que tous ces gens qui pensent qu'ils sont à la gouvernance mondiale ou bien qui sont en train de construire la gouvernance mondiale, surtout les Africains à la peau noire, mais à l'intérieur, c'est des blancs tout faits. Parce qu'en réalité, il faut regarder le passeport. Quand vous dites que Ouattara est seulement burkinabé. Albert Natura ici dit souvent qu'il y a qu'ils ont plusieurs passeports. Hein. Mais ils ont plusieurs passeports. Oui. Ouattara a plusieurs passeports et plusieurs nationalités. Plusieurs nationalités. Donc, il est burkinabé, il est français, il est américain, il est ivoirien. Donc, une seule personne a 4 nationalités. Donc, vous comprenez qu'il a plusieurs possibilités de prendre une autre nationalité quand il le faudra. Donc, vous comprenez que ces gens ne peuvent pas travailler pour notre bien. C'est pour ça qu'il faut absolument et urgemment une révolution spirituelle. Cette révolution spirituelle va amener des gens à prendre conscience que nous ne travaillons pas pour l'intérêt des populations parce que quand même, si vous êtes au service ou bien vous êtes spirituellement enchaîné,
les autres seront que de la boue pour vous. Vous serez là, vous allez leur regarder du haut. C'est pour ça que vous voulez voir dans la rue, dans leur grosse voiture, ils vous regardent du haut. Ils vous regardent comme ça. Vitre fumée, vitre fumée. Et donc, ils pensent que non, vous n'existez plus, vous n'avez plus les mêmes problèmes. C'est pour ça que il est urgent que les Africains se réveillent. Et surtout dans cette Côte d'Ivoire ou bien dans cette zone-là sahélienne. Parce qu'en réalité, si on continue à leur laisser exploiter allègrement ce qu'ils veulent aujourd'hui. Oh, Béni-Christ, tu as bien fait de prendre le cas de la RDC. Imaginez-vous la RDC, si elle est véritablement autonome, libre, souveraine. Je suis sûr que... Et vous savez que le problème d'énergie que nous avons aujourd'hui, seulement le bassin le barrage de Dinga. C'est fini. Ça électrifie toute l'Afrique. Ça électrifie toute l'Afrique. Donc nos problèmes... Qu'est-ce qui se passe donc pour que ça ne se fasse pas? Messieurs, c'est pas... On aura le temps. On aura le temps d'en parler. Oui. Messieurs, qu'est-ce que ces autorités vont justement léguer à la génération future? Pour terminer, c'est une très belle question. Malheureusement, elle vient à la dernière minute. Déjà, il faut dire deux choses rapidement. Premièrement, nous avons ici les problèmes de conception. Nous avons ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle le panafricanisme visionnaire et le panafricanisme victimaire. Voilà là où l'Africain et l'homme intellectuel africain doit beaucoup faire attention. Oui. Le panafricanisme visionnaire est ce panafricanisme qui croit qu'on ne peut pas voir l'œil, qu'on ne peut pas voir la paille dans l'œil prédateur de l'Occident sans regarder la poutre dans l'œil complice des dirigeants africains. Ça, c'est le panafricanisme de certains dirigeants africains. De certains dirigeants africains. Voilà. Parce que tous ces accords léonais dont on parle, qui aujourd'hui enferment l'Afrique, sont signés par les dirigeants africains. Donc, l'Occidental n'est pas venu nous abrutir de lui-même. Il est passé par un nègre comme nous. C'est là... Par des chemins tortueux. C'est là que Malcolm X... Voilà. C'est là que Malcolm X parlait de l'esclave de maison et de l'esclave de champ. Mais ce qui est encore plus grave, pourquoi nous avons besoin d'une véritable révolution? Ce qui est plus grave, c'est que même quand les coloniaux sont arrivés en Afrique pour dire, par exemple, ça c'est les territoires français. Par exemple, je prends l'exemple du Congo-Brazzaville. Quand les Français sont arrivés, monsieur de Brazza arrive devant le roi Bateke, le roi Mokoko, il lui montre un papier, il dit que il faut mettre ton doigt pour accepter que nous sommes chez vous, vous nous avez accueillis. Alors que le papier en question, c'était le droit de rétrocession de toutes les terres auxquelles appartiennent ce peuple. Donc, comment juridiquement pouvons-nous expliquer que ces pays-là, ces bandits qu'on appelle les politiciens occidentaux, continuent de se revendiquer d'une grande escroquerie et à la grande dame de la génération actuelle, les Africains continuent de l'accepter. Comment pouvons-nous accepter des pays comme le Cameroun, le Congo, le Nigeria, etc., des pays si riches, on vous impose un statut de PPTE, pays pauvres, très endettés, et vous l'acceptez à Mondiovision, et des chefs d'État prennent les micros, ils disent devant le peuple, nous avons atteint le point d'achèvement, structurel, machin truc. Vous voyez ce qu'on appelle l'abrutissement. Donc, Steve, pour chuter, tant que nous avons en face de nous une élite si abrutie, rassurez-vous, ils ne feront rien pour le peuple qu'ils gouvernent. Parce qu'en réalité, et en dernier ressort, Fangala dit ici tout à l'heure, nous n'avons pas une meilleure société plus que l'élite qui la gouverne. Parce qu'en réalité, la société est l'émanation de la vision que porte l'élite. Et parallèlement, l'élite est aussi l'image de la société dans laquelle elle est tirée. Et il faut donc sortir de cette paupérisation, de cette déliquescence pour mettre les bases qui permettent à l'Afrique de demain de développer, de lever la tête et de parler d'égal à égal avec les puissances. Albert Anatola, ici vous avez le mot de fin, en quelques secondes d'ailleurs. Non, je voudrais tout simplement dire une chose. Comme j'aime toujours rappeler les faits historiques, j'étais scandalisé lorsque j'ai vu les Africains se cotiser dans le cadre du projet de réhabilitation de la cathédrale Notre-Dame de Paris. J'étais scandalisé. Très scandalisé. Ça dit, j'étais scandalisé, ça dit, et la France qui a l'art de dénoncer les travers sur le continent africain s'est tue. Alors que sur le continent africain, nous avons des problèmes plus importants que la réflexion d'un patrimoine français. Qu'est-ce que j'ai à foutre de cette histoire de donner mon argent pour la réflexion d'un patrimoine français? Alors que je n'ai pas d'eau chez moi, je n'ai pas d'électricité chez moi, je n'ai pas d'hôpital, je n'ai pas d'école. Donc moi je pense qu'il faut pas seulement une église qui a aidé la colonisation à s'asseoir. Il faut une révolution mentale. Il faut une révolution mentale. Deuxième chose que je voudrais indiquer, c'est quoi? C'est que
il faut qu'on évite le larbinisme. Nous avons un problème avec le larbinisme de certains de nos dirigeants. C'est-à-dire, il y en a qui pensent qu'ils ne sont plus africains. Ils sont africains parce qu'ils ont des privilèges, mais en réalité, ils ne sont plus africains. Ils roulent pour les Occidentaux. La plupart, ils ont, comme j'ai l'habitude de le dire, ils ont plusieurs passeports, c'est-à-dire plusieurs nationalités. La troisième chose, et je crois que le panafricanisme, c'est la voie, mais il faut que nous ayons des dirigeants éclairés. Parce qu'il faut que nous ayons des dirigeants éclairés pour éviter des gens qui sont panafricanisme le jour, mais la nuit, ils sont... Les sorciers? Non, pas les sorciers. Ils sont des capitalistes. Parce qu'un panafricaniste n'est pas forcément un capitaliste. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. André Christophe, encore merci d'avoir été là ce matin. Yahi Boni a pleuré à chaudes larmes à Paris pour Charlie Hebdo. Il n'était pas le seul. Hein. Mais non, je prends le seul cas pour que nous comprenions la gravité de la chose. Merci beaucoup. Docteur Bénédicte, merci également d'avoir été là ce matin. Albert Anatole Izi, merci également d'avoir été là ce matin. Monsieur Laurent Devin pris pour demain, pour d'autres débats, ça il faut le dire, pour un autre sujet d'ailleurs. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas, l'homme qui considère sa vie comme dénué de sens n'est pas tout simplement malheureux, il n'est pas tout bonnement fait pour la vie. À demain, esprit à Dieu, au revoir.